Bienvenue pour cette séance du séminaire Innover en management du Cercle de l'innovation et de l'équipe MLab de DRM. On a le plaisir et l'honneur aujourd'hui d'accueillir trois collègues chercheurs sur un sujet d'actualité puisqu'on va parler de comptabilité écologique. Comme vous savez, on a un monde à transformer pour sauver non pas la planète mais l'humanité. Et peut-être que les idées peuvent changer le monde, mais les outils aussi, surtout s'ils sont soutenus par des bonnes idées. Donc on va discuter de tout ça tous ensemble. Donc on a le plaisir et l'honneur d'accueillir Alexandre Rambaud, Clément Feguer et Nathalie Ababou-Salah. Je les laisserai se présenter plus en détail à leur convenance. Et sans plus tarder, puisque Nathalie a une contrainte, elle devra nous quitter assez rapidement malheureusement. Du coup, commençons tout de suite. Alexandre, je te laisse introduire. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci au Cercle de l'Innovation pour cette invitation. Donc, je suis Alexandre Rambaud, je suis maître de conférence à AgroParisTech, chercheur au CIRED, qui est le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Et j'ai eu la chance d'être chercheur associé à Dauphine dans l'équipe MLab. Et donc, je co-dirige la chaire comptabilité écologique, qui en fait travaille donc sur la question de la comptabilité et de l'écologie dans un sens particulier qui est celui de la soutenabilité forte sur laquelle on va revenir en détail. Au sein de la chaire, on a plusieurs orientations. En fait, on travaille à plusieurs niveaux. Le niveau comptabilité organisationnelle, notamment avec les travaux autour du modèle CARE sur lequel je reviendrai. Le niveau écosystémique, avec la comptabilité de gestion écosystème centré, c'est un axe qui est dirigé par Clément Feguer, qui prendra la parole tout à l'heure. Et puis on a le niveau comptabilité nationale, avec là aussi donc, des travaux en lien, encore une fois, avec la soutenabilité forte. La question, donc au niveau de la chaire et les travaux rattachés, puisque en fait, il y a plusieurs programmes de recherche qui sont fédérés par la chaire. Actuellement, on a à peu près une dizaine de programmes de recherche, plus une communauté de professionnels et d'ONG qui sont engagés via non seulement la chaire, mais aussi une association qui a été créée il y a 2 ans maintenant, qui s'appelle le CERCES, le Cercle des comptables environnementaux et sociaux, qui essaye de fédérer une communauté autour de ces idées-là. Et donc d'idées d'innovation comptable, alors c'est ça dont on va beaucoup parler, et dont Nathalie va revenir dessus. Donc Nathalie, tu te présenteras, qui vient de terminer une thèse justement sur cette question de l'innovation comptable en soutenabilité forte. Et donc l'enjeu, c'est d'arriver à proposer des nouveaux types d'outils comptables dans ce contexte particulier qui est la soutenabilité forte et à plusieurs niveaux, donc plusieurs échelles, organisation, écosystème et État, en fait, enfin État-nation, et de voir comment tout ça s'articule. Donc c'est ça dont on va vous parler. Encore merci, et je passe donc la parole directement à Nathalie. Écoutez, merci Alexandre, merci Albert David de m'avoir convié, merci à vous tous d'être là. Donc, oui, j'ai soutenu ma thèse en décembre dernier sur le thème d'un modèle comptable en soutenabilité forte qui est le modèle CARE. Et dans le cadre de cette thèse, j'ai été amenée à m'interroger sur la question de l'innovation. C'était chemin faisant dans le cadre de l'étude de ce modèle. Donc voilà, j'ai fait ce travail et je l'ai soutenu en décembre dernier. Et je suis par ailleurs chef de projet taxonomie pour le groupe SNCF. Ça, c'est mon activité professionnelle principale. Alors, la question qui se pose, que peut-être beaucoup d'entre vous se posent aujourd'hui, c'est en quoi l'innovation et la comptabilité vont ensemble. Déjà, parce que ça n'a pas l'air d'aller de soi. Quand on pense à la comptabilité, on pense à quelqu'un qui est devant son pupitre en train de rédiger des écritures. Alors ça, c'est pour le comptable à l'ancienne. Ou alors on pense au comptable d'aujourd'hui qui est devant son ordinateur et qui saisit des données pour produire des comptes pour la fin de l'année. Et qui est un petit peu dans sa vision un peu des choses, un peu très, très formelles, très formatées. Alors oui, mais ça, c'est l'aboutissement de tout un processus qui est derrière et qui a mené à faire de la comptabilité ce qu'elle est et la structure qu'elle a aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, quand on regarde les choses sous l'angle l'innovation, c'est de comprendre ce qui est derrière et tous les processus qui ont conduit à cette façon de faire de la comptabilité. Et du coup, la question de la comptabilité en soutenabilité forte, elle suit un peu la même logique, c'est-à-dire comprendre comment on en arrive à des choix et à des structurations et quels sont les processus qui sont derrière qui ont conduit. Et c'est ça qui m'a
m'a orienté, qui m'a guidé dans ma thèse. La question de recherche de ma thèse, pour les chercheurs, c'était quels sont les freins et leviers à la mise en œuvre d'un modèle comptable en soutenabilité forte. Et ce modèle comptable était vraiment une innovation, au sens il propose quelque chose de nouveau, et comment cette innovation va se comporter face à son public et comment le public va se comporter face à cette innovation. Là, c'était vraiment une des questions qui m'a beaucoup animée tout au long de ma recherche. Alors, pour l'étudier, en fait, je suis partie d'un terrain, donc terrain de recherche. Quand on fait des thèses, des papiers de recherche, on a toujours besoin d'une structure professionnelle ou d'organisation sur laquelle on peut s'appuyer pour comprendre ce qui se passe. Donc j'ai étudié le modèle CARE sur le temps long, puisqu'il s'agit du modèle CARE. Je l'ai étudié en partant autour d'un terrain qui a été constitué de 10 entreprises qui avaient accepté de l'expérimenter de manière pilote, des entreprises en région PACA, et que j'ai pu observer sur le temps long, donc entre 2019 et fin 2020. Et autour et en lien avec cette expérimentation, j'ai également compris qu'il y avait tout un vaste espace de médiatisation de ce modèle. Et cet espace de médiatisation était au moins aussi important que l'expérimentation elle-même, parce qu'il participait à la propagation des idées et à la dissémination d'un certain nombre de concepts et de valeurs. Et ça, je l'ai regardé sur un temps encore plus long que l'expérimentation elle-même, puisque mes observations ont commencé en 2019 et se sont terminées en 2021. Donc 3 ans d'observation du modèle CARE sous l'angle de cette innovation et de tous les processus qui vont l'animer. Et alors, quand on analyse les innovations, vous savez je vous apprendrai rien, il y a plusieurs modèles. Il y a les modèles qui étudient les innovations en réseau. Il y a les modèles qui étudient sur le plan diffusionniste, et puis les modèles d'affaires. Et moi, ce qui m'a animée, en fait, c'était d'étudier l'aspect réseau de cette innovation et tous les processus un peu tourbillonnants autour de cette innovation. Tout ce qui conduisait à ce que cette innovation fasse des fois un pas en avant, un pas en arrière au niveau du terrain. Il y a des jeux d'acteurs, il y a des alliances, il y a des remises en question d'alliances. Ça, c'est l'approche en réseau. Et c'est quelque chose qui était nécessaire pour comprendre ce qui se jouait autour de cette innovation. Sinon, je ne comprenais pas forcément les tenants et les aboutissants de ce que j'observais. Et du coup, et sur l'aspect diffusion, alors c'est une autre approche possible des innovations. C'est une approche qui s'inspire beaucoup des travaux de Rogers, qui étudiait les innovations, mais plutôt avec un regard sur le passé, et qui s'est beaucoup aussi appuyé sur les profils humains à l'œuvre et concernés par les innovations, avec, selon les profils, des personnalités qui sont très réceptives au changement, très avant-gardistes, très aventurières, et puis d'autres qui sont plutôt réfractaires au changement et qui vont être les dernières à adopter une innovation. Et cet angle d'analyse, alors c'est pas tant l'analyse sur le passé qui était intéressante pour moi, parce que j'étudiais l'innovation et en même temps j'étais dans le présent, mais par contre l'angle d'analyse sur les profils et la manière dont les personnes reçoivent l'innovation est également intéressant. Donc j'ai essayé de combiner les deux dans ma recherche pour mieux comprendre le modèle que j'avais en face et le terrain auquel j'étais confrontée. Ça m'a permis, alors je vais passer rapidement, mais ça m'a permis de comprendre aussi, alors cette approche en réseau m'a permis de comprendre comment le modèle avait évolué tout au long d'une période qui a duré à peu près 10 ans. Parce qu'au moment où je démarre ma recherche, on est en 2019, le modèle CARE existe, lui, depuis 2012. Donc il s'est déjà écoulé 7 ans entre le début du modèle officiel avec le lancement du livre de Jacques Richard et 2019 au moment où je commence ma recherche. Et puis je termine ma recherche en 2021. Et donc l'analyse en réseau m'a permis de situer les différentes grandes phases vécues par le modèle. Et si j'avais pris le modèle en 2021, je ne l'aurais pas forcément vu de la même façon. Mais là, le fait de vivre les choses en même temps que le modèle lui-même et ses évolutions m'a permis de périodiser et d'identifier un certain nombre de phases clés, avec une première phase de problématisation qui était de dire que la soutenabilité passe par la comptabilité, et deux phases qui se sont nouées après, où le modèle a cherché des alliances pour pouvoir prendre des appuis et puis pour pouvoir continuer à se diffuser.
Alors, un autre aspect intéressant tout au long de cette étude de l'innovation, c'est les controverses. Et là, c'est pareil, hein, ce sont des apports de la sociologie de la traduction du modèle en réseau de Latour, de l'ANT, qui est de dire un modèle ou une innovation, une idée, un produit peut rencontrer des obstacles sur son chemin. Et ces obstacles que le produit, le modèle, l'innovation rencontre peuvent conduire à une remise en question de son processus de dissémination et d'avancée. Et tout le défi à ce moment-là, c'est de pouvoir affronter ces controverses et de pouvoir en sortir gagnant et continuer à avancer. Donc les controverses jalonnent aussi le parcours du modèle CARE tout au long de ces années. Et il m'a été permis j'ai eu la possibilité de les regarder, de les analyser. Il y avait notamment un sujet sur les produits de services écosystémiques. Alors ça, c'est un grand sujet qui est toujours un petit peu dans l'air du temps, c'est comment valoriser ce qu'une entreprise fait de bien pour l'environnement. Alors que le modèle CARE n'est pas vraiment là-dessus. Le modèle CARE est plus sur une approche, qu'est-ce que vous faites pour maintenir les capitaux naturels et humains que vous endommagez à travers votre action. Et le fait de rencontrer, il y avait quelque chose d'orthogonal entre les propositions du modèle CARE et ce que les entreprises souvent attendent de manière un petit peu diffuse. Une autre controverse qui s'est présentée sur le parcours, c'était que d'autres modèles, un autre modèle a émergé vers 2017-2018, qui proposait quelque chose qui ressemblait à CARE, mais qui n'était pas du CARE. Et avec des terminologies comme comptabilité multicapitaux, comptabilité intégrée, qui créaient un peu une espèce de confusion. Donc tout le sujet de l'observation, c'est de comprendre, d'identifier ces points-là et de les ramener à un axe d'analyse et pour comprendre et pour mieux analyser le cheminement que va suivre l'innovation tout au long de son parcours. Alors, un autre aspect qui était intéressant dans la recherche et dans le terrain que j'ai pu analyser, c'était le profil des entreprises. Donc je vous disais qu'il y avait 10 entreprises qui avaient expérimenté le modèle CARE. Et ces 10 entreprises, en fait, j'ai pu les classer selon une typologie par rapport à la manière dont elles se sont positionnées tout au long de l'expérimentation. Et on voit que certaines ont juste, il y en a qui n'ont pas vraiment commencé, il y en a qui ont abandonné au milieu de l'expérimentation, et puis il y en a qui ont juste passé une étape. Certaines ont été un petit peu plus loin et ont continué et ont témoigné jusqu'au bout lors d'un séminaire de restitution de l'expérimentation. Et puis il y a 2 entreprises qui, elles, ont continué à accompagner le modèle après la restitution de l'expérimentation, c'est-à-dire après que officiellement le travail a été terminé, et qui ont continué à rentrer dans et à participer à la médiatisation du modèle. Et derrière ces attitudes des entreprises, on peut faire un raccord avec la lecture que fait Rogers des profils face à l'innovation, avec des entreprises qui étaient peut-être un petit peu avant-gardistes au début quand elles se sont lancées dans l'expérimentation, et puis certaines, pour une bonne partie, qui ont vu que les propositions de CARE ne rencontraient pas forcément toutes leurs attentes, se sont mis elles-mêmes en position d'attentiste, mais il y en a 2 qui, elles, continuent à suivre le modèle au-delà de l'expérimentation et qui s'apparentent à un profil un petit peu visionnaire, un petit peu avant-gardiste, là où les autres basculent dans une approche plus attentiste. Donc voilà, comme ça déjà, deux aspects importants de l'analyse d'une innovation comptable en train de se faire, qui sont de comprendre déjà le cheminement, les controverses, les alliances que peut rencontrer cette innovation sur son chemin, et l'autre aspect qui est de comprendre les profils des acteurs humains confrontés à cette innovation et qui s'expriment face à elle. Oui. Tout à fait. Alors, oui. Alors, le modèle CARE, c'est un modèle de comptabilité en soutenabilité forte, c'est-à-dire que c'est un modèle qui va proposer une approche des comptabilités de la comptabilité environnementale et sociale et qui met dans sa modélisation, dans ses structures, des engagements, des niveaux de maintien des capitaux naturels et humains. Quand on dit maintien des capitaux naturels et humains, c'est-à-dire que c'est l'idée qu'à partir du moment où une entreprise détériore un sol, l'atmosphère, un cours d'eau, elle doit le réparer, le restaurer. Et le modèle CARE cadre les entreprises, à travers sa modélisation, cadre les entreprises sur ce niveau de maintien. Alors CARE, comptabilité adaptée au
Comprehensive Accounting in Respect of Ecology, pour la traduction en anglais. Et donc, le sujet de CARE, c'est ce maintien, et c'est quelque chose. Alors, quand j'avais présenté l'aspect produit de service écosystémique, le niveau de maintien des capitaux est quelque chose qui ne va pas de soi dans les esprits. Donc, c'est une idée en management, en innovation comptable, qui a besoin de faire son chemin face à une idée très très dominante qui est les entreprises font des choses de bien à travers leurs actions RSE et elles veulent montrer ce qu'elles font de bien. Le problème, c'est que souvent, montrer ce que les entreprises font de bien peut occulter leur vraie responsabilité par rapport aux écosystèmes qu'elles détériorent ou par rapport au capital humain, enfin, donc les salariés, mais aussi toute personne avec qui elles travaillent, qu'elles détériorent et qu'elles doivent également maintenir. Et donc, la difficulté à laquelle est confronté CARE en tant que modèle, c'est de faire passer cette idée de maintien. Enfin, une des difficultés, c'est de faire passer cette idée de maintien face à quelque chose qui est très dominant, qui est on fait des choses bien pour la planète, on fait des choses bien pour nos salariés, on dispense des formations, on leur achète des tenues de travail, etc. Mais CARE interroge les entreprises sur est-ce que ce que vous faites est bien et est suffisamment au bon niveau, là où elles s'attendaient déjà à ce qu'on valorise ce qu'elles font. CARE ne dit pas ce que les entreprises peuvent faire, mais ce qu'elles doivent faire. Là où elles voudraient mettre en valeur ce qu'elles peuvent déjà faire ou ce qu'elles font déjà. Et ça, du coup, c'est une innovation, c'est une idée qui a quand même du mal à passer, qui nécessite d'y revenir, d'expérimenter, de diffuser, de véhiculer des idées pour que les choses avancent. Alors, un autre aspect intéressant dans cette analyse, c'est les transformations qui s'opèrent quand une innovation rencontre son terrain. Donc, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était un petit peu le comment les choses se sont déroulées. Et puis après, il y a le quoi. C'est-à-dire que ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'en matière d'innovation, on a souvent des transformations réciproques de l'objet d'innovation et du public qu'il rencontre. Et là, j'ai pu voir la même chose, c'est-à-dire que à la fin de l'expérimentation, les entreprises n'ont pas forcément adopté le modèle en tant que tel, mais par contre, elles ont bougé dans leur tête au niveau des idées. Et elles ont dit, grâce à CARE, on a une autre vision de nos politiques RSE. On voit mieux ce qu'il faut faire. Là où elles étaient plus dans une approche, ce qu'on fait, c'est bien. Là, elles ont bougé dans leur tête. Et ce qui est intéressant, c'est que du côté de CARE aussi, quelque chose a bougé. C'est-à-dire qu'au début de l'expérimentation, l'idée, c'était de tout faire en quelques mois, hein, c'est-à-dire d'aller identifier les différents capitaux, d'aller identifier quels étaient les niveaux de maintien qualitatifs à réaliser, d'aller valoriser ces niveaux de maintien en disant voilà, vous avez tel et tel engagement de charge à mener pour faire ce maintien. Et puis on va vous dresser un bilan et un résultat, et puis on va faire le pilotage. Et tout ça devait se faire en quelques mois. Bon. Après l'expérimentation et tout le temps qu'on y a passé, et notamment les difficultés sur la première étape qui était déjà d'identifier les capitaux et d'identifier les niveaux de maintien, c'est-à-dire de dire qualitativement votre engagement de décarbonation, ça doit être tant, votre engagement sur le sol à restaurer, ça doit être tant, etc. Cette étape-là n'allait pas de soi. Eh bien, à l'issue de l'expérimentation, finalement, les choses se dessinent avec une trajectoire un petit peu plus en profondeur, où au niveau des promoteurs du modèle, on acte qu'il faut faire les choses de manière beaucoup plus étalée dans le temps et commencer par être déjà très solide et très, très insistant sur l'aspect d'identification des enjeux de maintien. Ce qui fait que l'idée de départ de CARE, qui est de produire un bilan et un compte de résultats pour faire du pilotage de la soutenabilité dans les entreprises, cette idée est toujours là, mais elle se positionne plutôt dans une deuxième, voire troisième phase, en insistant bien sur les étapes préalables d'identification des différents enjeux et d'identification des différents indicateurs pour maintenir ces capitaux. Un autre aspect, ça a été aussi de versionner les choses. C'est-à-dire que quand on démarre l'expérimentation, CARE est tel qu'il est. Mais à l'issue de l'expérimentation, comme si un jour nouveau se dessinait sur le modèle, et on parle de CARE V2. Et donc, de manière rétroactive, on considère que le CARE qui avait été expérimenté pendant les travaux avec les entreprises en région PACA
est une version 1 et puis que précédemment il y avait une version 0. Donc ce qui est intéressant, c'est de positionner ce versionning du modèle a posteriori pour mieux situer aussi et cranter ces évolutions. Peut-être après. Ouais. Alors, j'arrive un petit peu vers la fin. Ce que je voulais peut-être aussi montrer, c'était, vous présenter aussi, c'était les aspects de dissémination du modèle. Comme je vous l'ai expliqué, donc, quand j'ai étudié le terrain, il y avait un espace d'expérimentation du modèle avec des travaux très pratiques de mise en place d'une comptabilité pour voir comment les entreprises s'en saisissaient et ce que ça leur appelait. Et il y avait autour un espace de médiatisation pour répandre les idées du modèle. Et puis du coup, à l'arrivée, en fait, ça m'a inspiré ce schéma. On voit différents types d'actions qui aboutissent en dessous à des thèses et à des expérimentations. Et en fait, derrière ce schéma-là, ce qu'on voit, ce que je comprenais, c'est qu'en fait, tout ce qui était médiatisation, mais aussi les formations et les publications sur CARE, avait donc cette vocation de répandre les idées autour de CARE et de favoriser l'évolution dans les mentalités, dans les mindsets sur ce que c'est que la soutenabilité, et qu'il y a un aboutissement pratique qui est recherché, que sont les thèses et les expérimentations. Donc en fait, deux niveaux de dissémination. Un niveau de dissémination sur les idées, un peu évanescent, et puis un niveau de dissémination beaucoup plus pratique qui se concrétise par des thèses et des expérimentations. Alors les expérimentations, bon, on comprend en quoi c'est pratique, parce que du coup, ça va permettre à une innovation de rencontrer des entreprises, de continuer à monter en robustesse et à se consolider au vu des retours que font les entreprises sur le modèle. Donc ça, c'est vraiment un retour pratique, une dissémination pratique. Les thèses, c'est un petit peu plus complexe à comprendre, mais ça se comprend tout aussi bien. C'est que la thèse permet d'approfondir les concepts du modèle et de les rendre plus robustes sur le plan académique, méthodologique. Et puis, ce qui se passe avec la thèse, c'est que la thèse génère aussi son propre écosystème. C'est-à-dire que le doctorant, son directeur de recherche, les personnes qu'il va rencontrer tout au long de son parcours participeront eux aussi de manière consciente, implicite ou pas, à la diffusion et à la dissémination des idées du modèle. Voilà, donc ça je vais pas détailler. Et puis alors pour finir, comme dans la mesure où ma question de recherche c'était quels sont les freins et leviers à la mise en œuvre d'une innovation comptable en soutenabilité forte, quels ont été les freins, la question qui m'a animée, c'était aussi quels étaient les freins à la poussée de cette innovation et quels étaient, à contrario, les leviers qui pouvaient la favoriser. Alors, sur les freins, finalement, en analysant ce que les entreprises ont fait tout au long de ces travaux et en analysant aussi ce qui se passait dans l'espace de médiatisation du modèle, on voit qu'au fond, toute innovation, quelle qu'elle soit, et CARE n'a pas échappé à cela, est confrontée à des choses très pratiques, comme le manque de temps et de moyens dans les organisations pour expérimenter quelque chose de nouveau. Et ça, c'est quelque chose qui était assez marqué dans les entreprises, où il fallait vraiment se saisir du sujet et prendre sur son temps, voire sur ses moyens pour pouvoir initier les choses. Et ça, déjà, c'est un premier frein. Un autre aspect sur les freins, c'est que selon le profil des entreprises, on avait plus ou moins de répondants sur l'innovation. Il y a des entreprises qui étaient un peu dans des schémas un peu pyramidaux d'organisation, des schémas un petit peu à l'ancienne, qui n'ont pas réagi de la même façon que des entreprises plus agiles, qui avaient des profils plus innovants. Et donc on retrouve cette problématique-là aussi en comptabilité de la soutenabilité. Ce qu'on observe pour une innovation un peu standard se réplique aussi sur la question de la comptabilité de la soutenabilité. Et puis après, il y avait d'autres obstacles, comme les freins liés à la complexité du modèle, parce que la comptabilité, ça fait toujours un petit peu peur, c'est toujours quelque chose de complexe, donc il y avait des freins liés à ça. Et puis on a eu aussi des freins liés à l'approche elle-même. La soutenabilité forte, c'est quelque chose qui est un petit peu orthogonal avec ce que les entreprises ont l'habitude de voir et d'imaginer. Donc on a eu des obstacles qui se sont dressés face à ce paradigme. Après, ce qui était aussi intéressant, c'était les leviers. C'est que
quand le modèle CARE a été lancé donc en 2012, ça part d'une vision d'approche un peu visionnaire et un peu transformatrice des promoteurs de la première heure du modèle. Et puis avec un expert comptable qui est lui aussi très motivé, qui va pousser au développement du modèle, qui va pousser à rentrer dans les sphères professionnelles, etc. Donc tout ça s'appuie beaucoup sur de l'humain et de la motivation et côté un peu passionné de ceux qui promeuvent CARE au départ. Après, quand les entreprises rejoignent l'expérimentation, ça part d'entreprises qui sont elles-mêmes déjà un peu innovantes et qui ont envie de faire quelque chose de plus que ce qu'elles font déjà. Et qui vont se lancer dans cette expérimentation. Et ce qui était intéressant, c'est de voir qu'avec le temps, les choses se structurent. C'est-à-dire que ce qui part au début d'une vision un peu personnelle, passionnelle, on veut faire les choses, il y a une urgence écologique, etc., progressivement, quelque chose se structure. Le cabinet qui porte l'expérimentation va lui proposer une offre de mission un peu formelle sur CARE. Il y a une méthodologie qui commence à se mettre en place. Il y a des missions qui commencent à se dessiner. Donc, ce qui est intéressant dans ce processus d'innovation, c'est de voir comment les choses passent d'une approche très humaine et un petit peu individuelle à quelque chose de plus structuré avec le temps. Voilà pour ces points. Alors, et puis peut-être pour finir, juste une question qui m'a animée aussi tout au long de ma recherche et qui était un petit peu un des éléments de conclusion de ma thèse, c'était que et qui rejoint la question de l'innovation en général et du délai pour qu'une innovation fasse son chemin, c'est que quand CARE existe depuis l'année 2012, on est en 2023. Au départ, l'idée, c'est institutionnaliser CARE, en faire un modèle comptable de référence. Bon, on est en 2023, cette idée n'est pas encore aboutie. On est plus encore sur des phases expérimentales avec une médiatisation du modèle qui se poursuit au-delà de 2022. Donc, il y avait cette question de pourquoi c'est si long de mettre en place un modèle comme celui-là. Mais cette question n'est pas isolée. Et si on fait un pas de côté sur cette innovation comptable au cas particulier qu'est CARE, on voit qu'elle rejoint une question un peu plus vaste, qui est le délai de mise en œuvre d'une comptabilité de la soutenabilité, ou plus généralement des modèles de comptabilité environnementale et sociale. Et quand on regarde en arrière, on voit que les premiers modèles ont émergé dans les années 60-70. On est en 2023, on n'a pas encore un modèle comptable écologique, environnementale, qui fasse l'unanimité. On a un peu des pratiques variables selon les entreprises, variables selon les pays. On n'a pas encore de consensus, contrairement à la comptabilité traditionnelle où on a quand même des paradigmes, on a un bilan, on a un compte de résultat, on a de l'amortissement, on a des actifs. Ça, c'est des concepts qui ont fait leur chemin, qui sont en place, que plus personne ne remet en question. Sur les aspects de comptabilité environnementale, les choses ne sont pas encore complètement stabilisées dans les pratiques, loin de là. Et puis, du coup, ça appelle aussi à une question encore plus en arrière-plan, qui était la question des innovations comptables en général. Et ça rejoint un peu la question, le point de départ, qui est de dire en quoi la comptabilité est une innovation. Eh bien, quand on regarde un peu l'histoire de la comptabilité, on voit que des pratiques qui sont très courantes, je ne sais pas s'il y a beaucoup de comptables dans la salle, mais comme la partie double, le plan comptable, l'amortissement, ce sont des techniques qui n'ont pas toujours été ce qu'elles sont aujourd'hui et qu'elles ont mis un certain temps à d'abord émerger, puis rentrer dans les pratiques avant de s'institutionnaliser. Sur la partie double, par exemple, quand le sujet émerge à la fin du Moyen-Âge, il va se passer encore presque 500 ans avant que les entreprises ne la mettent vraiment en pratique dans leur comptabilité. L'amortissement, c'est pareil, c'est un concept qui émerge au moment autour de la révolution industrielle, avec les constats que les machines s'usent, que les ouvrages s'usent et qu'il faut les renouveler. Et ça va mettre à peu près 300 ans avant que ça se structure dans les pratiques. Donc finalement, il y a comme une espèce d'imbrication qu'on peut imaginer comme ça, que les délais de mise en place d'une comptabilité de la soutenabilité sont longs, mais ce n'est pas quelque chose qui est orthogonal avec les délais de mise en place en général des innovations comptables, qui mettent elles aussi beaucoup de temps à émerger, puis s'expérimenter avant de rentrer dans des pratiques institutionnalisées. Et pour finir,
j'avais aussi cette planche-là, ouais. Qui est voilà, une espèce de petit schéma qui montre que finalement les techniques comptables que l'on connaît, comme l'amortissement, le plan comptable, un des éléments qui a favorisé la rentrée dans les pratiques, ça a été qu'il y ait des outils concrets pour les entreprises pour les mettre en place. Et donc, une des idées qui ressort finalement de ma thèse, une des contributions, c'est de dire probablement qu'en comptabilité environnementale, en comptabilité de la soutenabilité forte, la question des outils est majeure pour que, in fine, les entreprises puissent mettre les choses en place et que cessent un petit peu les controverses et les débats interminables sur les concepts, et que la pratique ancre quelque chose qui sera ensuite aussi naturel que de pratiquer l'amortissement ou la consolidation. Voilà, je vous remercie de votre attention. Comme vous allez devoir nous quitter dans pas longtemps, s'il y a une ou deux questions dans la salle qui s'adressaient à vous spécifiquement, bien qu'on ne sache pas encore dans le détail ce que Clément va dire. J'en ai une, on entend beaucoup parler et je lis sur les critères dits ESG pour environnementaux, sociaux, de gouvernance. Est-ce qu'il y a des connexions entre ces mondes qui créent des critères ESG, ce modèle, un système associatif pour faire en sorte que des règles s'institutionnalisent et deviennent ancrées dans des pratiques au-delà des actions pour dire voyez ce que je fais de bien. Oui. Alors, il y a actuellement un mouvement de normalisation comptable autour des questions de soutenabilité, avec la directive CSRD qui vise à remplacer l'actuelle directive NFRD, donc quelque chose qui va être plus, c'est Corporate Sustainability Reporting Disclosure, qui vise à remplacer la directive sur le déclaratif sur l'extra-financier, et qui concrètement pour la France veut dire l'actuelle déclaration de performance extra-financière va prendre une nouvelle structure et être quelque chose de beaucoup plus formel et beaucoup plus objectivé, avec des objectifs, avec des analyses passées, avec des demandes de trajectoire des entreprises. Quelque chose qui sera moins laissé à la libre appréciation des entreprises et qui va plus se structurer. Donc il y a un mouvement législatif actuel, enfin c'est plus qu'un mouvement, hein, c'est quelque chose qui est déjà inscrit dans un calendrier. Et une autre étape qui est préalable, c'était la mise en place de la taxonomie environnementale, qui consiste notamment à définir ce qu'est une activité qui contribue à des objectifs environnementaux, avec des critères qui sont ce qu'ils sont, mais en tout cas qui permet de cranter les choses et de mettre en place. Alors on n'est pas sur des modèles de comptabilité environnementale avec tout ça, on est plutôt sur des approches structurées de reporting, et qui font le pari que derrière, avec ce reporting, les entreprises vont être plus regardantes sur ce qu'elles font et qu'elles vont du coup orienter leurs actions en ce sens. Bonjour, Jean-Christophe Desbouvry, Orange. Je ne suis pas comptable, mais je travaille avec mes amis du controlling chez Orange. Est-ce que vous avez une recommandation, enfin un domaine d'application au sein de grandes structures comme la nôtre, en termes d'organisation, à quelle maille est-ce qu'on peut déployer ou expérimenter le modèle ? Oui. Alors, c'est une question très importante et qui s'est beaucoup posée lors de l'expérimentation, parce qu'on avait aussi bien des PME que des grands groupes. Alors pour une PME, c'était relatif, la question se classait d'elle-même, c'est-à-dire la taille de la PME délimitait l'espace d'expérimentation du modèle. On prenait tous les comptes de l'entreprise et on expérimentait sur l'ensemble des comptes. Pour les grands groupes, il avait été défini une entité, une filiale, une business unit qui pouvait servir de périmètre intéressant et pertinent d'analyse. Donc, quand c'est un grand groupe, il semble, en tout cas, c'est difficile de tester un modèle sur l'ensemble des comptes du groupe, parce que ça va faire perdre de vue les choses un peu essentielles. Et d'ailleurs, il y avait un des grands groupes où l'expérimentation avait été déployée sur un site qui était une carrière d'extraction de minerais, enfin de matières premières, qui avait dit c'est très intéressant de le faire à l'échelle d'un site, parce que nous, quand on fait la DPEF, on voit des indicateurs de manière très globale, on ne se rend pas compte de ce qui se passe localement sur le terrain. Il avait vraiment beaucoup insisté là-dessus, ça avait été un des apports pour lui de l'expérimentation.
Et le fait de travailler sur un site permet de se rendre compte localement de ce qui se passe sur le sol, au niveau de l'atmosphère qui est dégradée autour du site avec par exemple des poussières, ce qui se passe pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs qui travaillent sur le site. Donc ce qui est intéressant, c'est de définir un périmètre d'analyse pertinent sur lequel il y a déjà des indicateurs qualitatifs, environnementaux et sociaux qui existent déjà. Parce que s'il n'y a aucun indicateur, partir de rien, c'est compliqué. Donc, s'il y a déjà un bilan carbone qui est fait à l'échelle du site, s'il y a déjà des analyses sociales qui sont faites à l'échelle d'un site, ça permet d'avoir un point d'ancrage pour initier après ce type d'expérimentation. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'ai une question sur les controverses, en fait, parce que c'est super d'avoir une vision longitudinale du problème. J'imagine qu'il y a eu plusieurs controverses et je me demandais s'il y avait un pattern des controverses. Est-ce que c'est les mêmes acteurs qui l'initient et comment ça se résout? Et comment chaque controverse, finalement, elle fait progresser la dissémination du modèle? Pattern, c'est-à-dire un modèle? Oui. Oui, alors je ne vais peut-être pas répondre à cette question d'un modèle, mais dans l'approche de la sociologie de la traduction, l'ANT, l'approche en réseau, la gestion des controverses est un point essentiel pour que l'innovation continue à se propager. C'est-à-dire que si l'innovation ne gère pas les controverses et qu'elle les ignore, elle peut créer un désaveu en fait, de fait avec des acteurs qui vont rejoindre ceux qui participent à la controverse et qui vont du coup, on va perdre des alliés pour l'innovation elle-même. Donc ce qui est important déjà, c'est de se confronter à la controverse. Et après, selon les cas, soit les idées de la controverse sont récupérées et englobées dans le processus général de dissémination, soit y a quelque chose qui se fait un petit peu en parallèle et il faut faire avec. Sur les produits de services écosystémiques, notamment, parce que ça c'était une des premières controverses que j'ai pu observer. Ce qui s'est passé, c'est que l'entreprise qui avait été un peu à l'origine de cette approche, parce qu'elle tenait vraiment à montrer les produits de services écosystémiques liés à ce qu'elle faisait de bien pour les écosystèmes avoisinants. Mais le problème était qu'il n'y avait pas de marché financier, enfin il n'y a pas de rétribution financière de ces produits-là. C'est juste, je pose des fleurs pour les abeilles, mais il n'y a personne qui va me payer pour les abeilles qui vont venir butiner, et tout ceci participe à la protection de la biodiversité. Donc finalement, l'accord un petit peu tacite qui s'est fait, c'est que l'entreprise en question présente 2 jeux de comptes. Un jeu de compte avec des comptes vraiment au format CARE strict, et puis un jeu de compte où elle montre ses produits de services écosystémiques valorisés selon sa propre approche, mais sans forcément avoir en face une valorisation financière fiable et claire qu'elle peut permettre de mettre dans son compte de résultat. Merci beaucoup Nathalie. Je repasse la parole à Alexandre pour la suite. Merci, j'ai été beaucoup plus longue que prévu. Merci. Alors, rebonjour à toutes et à tous. Donc, je reprends la parole justement pour revenir sur le projet derrière CARE. Donc CARE, Comprehensive Accounting and Respect of Ecology, donc comptabilité, on va dire intégrée, intégrative dans les respects des sciences écologiques. Et l'enjeu, en fait, comme Nathalie a pu l'expliquer, derrière le projet qui a été initié alors, à la base par Jacques Richard, qui est professeur émérite à Dauphine, qui a été directement repris dès 2013 par un cabinet comptable et notamment par un expert comptable qui est Hervé Bébaud, qui actuellement est vice-président au Conseil national de l'Ordre des experts comptables il est vice-président du secteur durabilité. Et dans lequel j'ai été embarqué du coup dès ma thèse, donc assez rapidement. Et l'enjeu justement, comme il a pu l'être expliqué, c'était de partir d'une analyse de ce qui existait en termes de comptabilité socio-environnementale depuis les années 60-70 à peu près, de situer ça justement dans un espace de controverse en termes aussi de rattachement à ce que l'on sait en sciences écologiques, en sciences aussi bioéconomiques. C'est-à-dire que dès le départ, toute la question a été de dire on va coupler à la fois la question donc, gestionnaire de comment on peut approcher la question de la comptabilité socio-environnementale, mais aussi est-ce qu'on peut imaginer les conséquences de ce que ça ferait si on mettait en place tel ou tel système de comptabilité socio-environnementale. Et ça, en s'appuyant sur ce que l'on sait en bioéconomie.
Donc il y a toujours eu en fait cette articulation très forte entre les travaux gestionnaires et les travaux d'autres disciplines. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça a donné lieu à la chaire comptabilité écologique qui couple des approches gestionnaires, économiques, écologiques, etc., etc. Donc avec vraiment ce travail de liaison extrêmement forte. Donc quand on parle de controverse, c'est controverse dans un sens très large qui est multidisciplinaire. De là, en fait, a été pensée une façon d'approcher la comptabilité socio-environnementale qui soit en fait en phase avec ce qui se fait au niveau notamment du contrôle de gestion de la comptabilité classique, traditionnelle, qu'on appelle en coût historique, qui repose sur une idée très simple et très forte, qui est que la comptabilité, elle est là pour mettre en évidence le fait qu'on apporte de l'argent à une entreprise. Cet argent, il est employé d'une certaine façon pour permettre en fait le fonctionnement de l'entreprise, et on doit être en mesure de rembourser cet argent. Donc c'est un cycle qui est très simple, c'est une sorte de comptabilité substantielle qui pilote en fait tous les fonctionnements des organisations dans le monde, et c'est même pas qu'au niveau des entreprises. Alors ce type de fonctionnement d'ailleurs a été challengé ces dernières années par des approches qu'on appelle en valeur, c'est-à-dire non pas en coût mais en valeur, et des approches qui sont centrées sur une vision de maximiser notamment la valeur actionnariale, c'est-à-dire maximiser la valeur de marché d'une entreprise, où là on n'est plus du tout sur une approche de fonctionnement de l'organisation, mais comment est-ce qu'on peut arriver à valoriser du mieux possible un titre sur un marché financier. Et donc ça a été déjà une première controverse dans laquelle s'est inscrit CARE. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas partir d'une façon, d'une vision ou d'une autre, quand on va parler des systèmes durables et d'une compréhension en fait, d'une soutenabilité d'entreprise. Là-dessus, en fait, s'est greffée donc la problématique de la soutenabilité avec la question, justement, un peu comme Nathalie l'a évoqué, d'approches qui vont essayer de comprendre la nature et les êtres humains sous l'angle des bénéfices qu'ils peuvent apporter. Donc, notamment les services écosystémiques, les services donc, rendus par la nature, et aussi tout ce qui est connaissance et savoir des êtres humains en termes de productivité, d'utilité pour la valeur actionnariale. C'est-à-dire d'avoir une représentation très utilitariste et productiviste de ce que sont les êtres humains et les écosystèmes. Donc ça, c'est une approche qui a eu tendance et qui a tendance actuellement à s'imposer dans le débat, dans le discours, versus une autre approche qui, elle, vient véritablement des sciences écologiques en posant la question. En fait, un écosystème, il n'est pas là pour être simplement productif. La question, c'est de savoir quelle est sa bonne santé. Alors, on va parler du bon état écologique d'un écosystème. De la même façon, pour un être humain, on va parler d'état d'intégrité, de bonne santé physique, psychique, d'état de décence aussi, avec les notions de salaire décent, etc. Et donc là, on a deux mondes qui apparaissent. Et du coup, CARE a évolué là-dedans en disant, en fait, le choix qui a été fait, c'est de partir d'un socle d'une comptabilité classique d'entreprise, donc basée sur le fonctionnement même. On a de l'argent qui est apporté, il va falloir regarder comment il passe dans les méandres et vraiment l'intimité de l'organisation en se focalisant sur l'organisation et comment est-ce qu'on peut rembourser cet argent, en disant on va connecter ça avec l'idée que les écosystèmes, eh bien, ils ne sont pas simplement à destination des êtres humains et des entreprises, mais qu'en fait c'est un commun écologique et qui, comme le fait qu'on a des dettes financières, eh ben, on a des dettes aussi écologiques. C'est-à-dire qu'on emprunte un écosystème, on emprunte un être humain. Ces écosystèmes et ces êtres humains, ils participent effectivement au modèle organisationnel, mais il va falloir être en mesure de les rembourser, c'est-à-dire de les préserver à terme. Donc ça a été l'idée socle, l'idée fondamentale derrière CARE. Et toute la question, ça a été d'en tirer les conséquences conceptuelles et logiques, enfin les conséquences logiques, conceptuelles et méthodologiques, pour arriver donc à tirer les fils, à la fois en termes de qu'est-ce que ça fait dans une recompréhension de l'organisation et derrière de l'économie même qui va avec, et puis qu'est-ce que ça fait en fait quand on essaye d'appliquer ça concrètement. Donc on s'est vraiment confronté à la réalité à la fois de terrain et à la réalité de des dialogues avec les sciences économiques, avec les sciences écologiques, en disant voilà, on arrive avec ça, qu'est-ce qu'on en tire et comment on bouge nous aussi. Donc ça a été notamment dans le cadre de l'opération PACA, qui a été donc une grosse opération qui a été donc pilotée par l'ADEME, l'Institut national de l'économie circulaire, entre autres, avec un certain nombre d'appuis politiques derrière, qui a permis donc de passer un cap en termes d'expérimentation. On a eu d'autres choses qui sont passées au niveau de la recherche, au niveau de certains dialogues avec un certain nombre d'acteurs, alors que Nathalie l'a très bien expliqué. Donc il y a eu toute une première phase
jusqu'à donc entre 2012 et l'expérimentation de PACA. On a eu des expérimentations avant, mais qui étaient des choses encore un peu, comment dire, on y allait voilà, en mode très, même avec les mains, hein, c'est-à-dire on essayait de faire ce qu'on pouvait. PACA, ça a été l'occasion justement d'avoir 10 entreprises, de tester, de voir comment méthodologiquement on pouvait progresser. Donc ça a été vraiment un point de passage important. Et puis de l'autre côté, on a eu en même temps la création de la chaire, où on est passé à un niveau supérieur en termes de recherche et de confrontation en fait, à d'autres domaines de recherche directement. Donc du coup, là on en est à l'heure actuelle, c'est qu'on a une communauté qui s'est formée, qui se forme, qui est dynamique, qui est structurée donc, autour de piliers de recherche, fédérés par la chaire. Comme je le disais, on a à peu près une dizaine de programmes de recherche à l'heure actuelle qui vont de choses très théoriques. Par exemple, là, on a un programme avec notamment une thèse insérée dedans sur la question de comment est-ce qu'on peut repenser les modélisations socio-économiques à partir des idées de Kerr, donc qui va jusqu'à la question de est-ce qu'il ne faut pas employer d'autres mathématiques pour penser en fait d'un point de vue macroéconomique en fait la modélisation socio-économique et dans lequel s'inscrivent les systèmes financiers. Donc on a voilà, donc un programme qui est à ce niveau-là. Et puis on a des programmes de recherche sur le fait de, à partir du terrain, on a des problématiques spécifiques qui apparaissent, il va falloir qu'on aille en profondeur pour comprendre quelque chose. Par exemple, autour de Kerr, on a la notion de bon état écologique qui est fondamentale. Il se trouve que les bons états écologiques sur les sols, donc la bonne santé des sols, n'est quelque chose qui n'est pas encore suffisamment structuré. Donc notamment, on a des travaux de recherche pour comprendre ça. Donc on a plusieurs thèses qui travaillent autour de ça et qui sont connectées avec ce que Clément va présenter autour de la comptabilité écosystème centrée, c'est-à-dire comment est-ce qu'on comprend cet état écologique pris dans les écosystèmes eux-mêmes, dans les territoires et dans les socio-écosystèmes, donc dans les organisations humaines, dans les écosystèmes. Donc on a ce type de travaux de recherche. Et puis on a de l'autre côté, là aussi comme Nathalie a commencé à le dire, et PACA a été, l'expérimentation en PACA a été vraiment un point de passage important, c'est qu'on a pu mettre en place, avec tous les acteurs concernés, une méthodologie qui commence à être robuste et qui a permis de passer à une dimension un peu plus industrielle, entre guillemets, et donc à des vraies missions, donc c'est-à-dire avec un début de marché qui vient derrière, avec des cabinets qui commencent à s'en saisir, et qui fait qu'on a créé le CERCES déjà, donc le Cercle des comptables environnementaux et sociaux, qui est une association qui fédère la communauté, avec un certain nombre donc, de professionnels, d'ONG, comme le WWF France, qui est très proche de nous, la COP des communs, donc sur toutes les questions de communs, et d'autres ONG. Et puis, on a créé donc, cette année l'Institut de formation en comptabilité et gestion soutenable, qui va accueillir en fait, les premières formations certifiantes à Kerr, qui vont permettre donc, à tout acteur, à tout cabinet, de devenir opérateur de Kerr, étant donné que justement, vu l'état actuel de la méthodologie, on est en mesure en fait, de passer à quelque chose de plus industriel, avec des outils aussi, des outils informatiques qui arrivent, etc. Donc, on en est là, et tout l'enjeu, justement, c'est de continuer cette aventure qui se décline à la fois dans une articulation très forte et fine entre recherche, terrain, entre acteurs divers et variés, que ce soit donc, professionnels, ONG, chercheurs. Et quand je parle de communauté, c'est vraiment ça. Je pense que ce qu'il y a derrière cette question de l'innovation autour de Kerr, c'est la question en fait, d'une innovation en communauté, dans un dialogue permanent, et qui permet donc d'avancer en termes d'outils vraiment de terrain et de faire naître en fait, cette dimension de... Quand je dis marché, ça veut dire qu'il y a des entreprises qui sont intéressées, qui veulent mettre en place ça pour leurs besoins, avec derrière des opérateurs qui sont prêts en fait, à y aller. Par exemple, là, on a 40 inscriptions, enfin préinscriptions, parce qu'on vient juste de lancer, mais 40 préinscriptions, ce qui témoigne en fait, d'une dynamique autour de ça. Et derrière, on a donc un certain nombre de programmes de recherche qui commencent à être aussi des programmes de recherche internationaux. Donc c'est voilà, toute cette dynamique autour de l'innovation qui fait qu'on est à un moment donné dans, dans la question évidemment de où tout ça va conduire. On parlait des directives européennes sur CSRD, on a aussi des choses qui se passent à l'international et donc on est en train de voir aussi les connexions qui s'établissent. Là, on a un stage au niveau de la chaire sur les problématiques de connexion avec CSRD et comment tout ça existe aussi au niveau dans le débat international. Donc voilà pour décrire un peu
Voilà, où on en est de cette innovation comptable qui est CARE. Et du coup, ça me permet de passer la parole directement à Clément sur justement les connexions avec une autre innovation comptable connectée qui est la comptabilité écosystème centrée. Merci. On n'a pas de séance de questions intermédiaires. Le temps que je m'installe. Ok. Juste le temps de m'installer. Ça devrait marcher tout seul. Ce serait fantastique. Non, ça a l'air de. Ça a l'air d'être bon. Excusez-moi. Donc bonjour à toutes et tous, merci à Albert David pour l'invitation. Donc ce dont je vais vous parler et vous le verrez assez même très complémentaire et on travaille à cette articulation avec le modèle CARE, mais part en réalité d'un autre point de départ et d'une autre problématique qu'on a forgé avec Laurent Mermet aussi au début des années 2010 dans le cadre de ma thèse, qui était de se dire, est-ce qu'on peut imaginer des comptabilités qui permettent de prendre en charge des problèmes d'environnement, des écosystèmes, pas simplement en tant qu'objets naturels réifiés sur les territoires, mais vraiment des problèmes d'environnement et tous les collectifs qu'il faut reconstituer autour de la prise en charge de ces problèmes d'environnement. Donc par exemple, dégradation d'une nappe d'eau, dégradation d'une forêt, etc., etc. Donc comment est-ce que la comptabilité peut aussi apporter des choses pour restructurer aussi des collectifs et des responsabilités collectives à l'échelle donc de la gestion collective de ces problèmes d'environnement, de la gestion entre organisations. Et donc, c'est ce qu'on a fini par appeler le programme de recherche en comptabilité écosystème centré. Donc il y a eu, je reviendrai très rapidement là-dessus, mais il y a eu une phase de développement théorique parce qu'il a déjà fallu installer cette idée dans le champ de la comptabilité, qu'on pouvait déplacer la comptabilité de ces objets traditionnels que sont l'entreprise ou les organisations publiques pour aller vers ces nouveaux périmètres un peu flous, un peu émergents de la gestion collective des problèmes d'environnement. Et puis, il a fallu aussi créer un certain nombre de nouvelles alliances aussi avec les sciences de la conservation, les sciences écologiques. Donc, je vais résumer un petit peu le concept général en repartant justement de CARE et de ce que peut apporter une comptabilité écologique centrée sur l'entreprise, pour montrer en quoi justement ces comptabilités écosystèmes centrés en fait sont indispensables aussi à l'opérationnalisation en fait concrète sur les territoires d'innovation comptable du type CARE. Donc si on prend par exemple une entreprise qui, donc c'est un exemple complètement fictif, mais un peu inspiré de l'étang de Berre pour ceux qui connaissent. Si on prend par exemple une entreprise qui a un certain nombre d'impacts, par exemple sur cette magnifique lagune, qu'elle met en place une innovation comptable de type CARE, elle va chercher à définir quels sont ses niveaux d'impact par rapport à des enjeux de préservation de bon état écologique de cette lagune. Et puis, elle va chercher aussi, du coup, à se demander dans quelle mesure ces impacts constituent une dette. C'est tout l'enjeu du modèle CARE aussi, qu'elle va pouvoir, disons, rembourser par la mise en place d'un certain nombre d'actions de maintien sur l'écosystème. Mais pour faire ça, elle va devoir essayer de définir ce que sont ces capitaux naturels. Alors il y a tout un travail dans CARE pour redéfinir ce que sont justement ces fameux capitaux naturels. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais elle va devoir justement s'intéresser à cette question. Moi, ce que je veux apporter à cette problématique, c'est que définir ce que sont des capitaux naturels, l'entreprise toute seule ne peut pas le faire en silo. Elle est obligée de se poser la question de la manière dont les impacts qu'elle va avoir sur le milieu naturel vont se combiner avec d'autres impacts positifs ou négatifs que d'autres organisations vont avoir sur le même milieu naturel. Donc c'est ce qu'en écologie on appelle les impacts cumulés. Mais en fait c'est plus que, justement par rapport à la biodiversité, ça va être beaucoup plus compliqué que simplement des problématiques de cumul. C'est parce qu'en fait, on a des effets d'émergence sur les écosystèmes qui font que, là, dans l'exemple que je prends, en fait, chaque cas va être très singulier,
est assez complexe. Donc par exemple, si sur cette même lagune, vous avez une collectivité qui rejette des eaux usées dans la lagune, ce qui provoque un certain nombre de bactéries qui vont se retrouver dans la lagune. Si en même temps vous avez une usine hydroélectrique qui donne un surplus d'eau douce pour faire tourner ces turbines dans la lagune, qui sont des milieux, là je parle d'une lagune méditerranéenne, donc, qui sont des milieux très, très fragiles dans le sens de l'équilibre entre eau douce et eau salée. Si en même temps vous avez la montée du niveau de la mer du fait du réchauffement climatique, plus des effets dans les fortes chaleurs d'un phénomène qu'on appelle la malague, qui est qu'il y a énormément d'algues qui vont pousser tout d'un coup, enfin qui vont apparaître tout d'un coup dans la lagune, etc., etc. Vous voyez qu'à chaque fois, c'est pas simplement on ajoute des effets comme de manière linéaire, etc. C'est qu'ils se combinent pour produire des effets spécifiques. Et donc, la définition même de la responsabilité propre de l'entreprise sur ce milieu naturel va devoir se penser, en tout cas déjà sur le plan des sciences écologiques, au regard de l'ensemble des activités et des impacts et contributions des autres organisations sur l'écosystème. Et ça c'est juste pour dire qu'il y a aussi beaucoup d'organisations qui dépendent de la bonne qualité de ces écosystèmes, soit sur le plan économique, soit sur le plan existentiel. C'est pour ça que j'ai mis un petit naturaliste qui prend des photos. Mais le point important, c'est que du coup, ces questions de combinaison d'impact, déjà rendent compliqué compliquent, disons, la question de la définition de la responsabilité propre de chaque organisation, mais par ailleurs fait apparaître un certain nombre d'interdépendances, pas simplement avec le milieu naturel, mais avec les autres organisations. C'est-à-dire que pour définir, ça oblige à redéfinir des régimes de responsabilité collective à l'échelle de chaque écosystème, de chaque problème d'environnement, et c'est bien la redéfinition de ces régimes de responsabilité collective qui va permettre aussi de mettre en place des nouvelles formes d'action collective. Donc c'est tout ce processus-là qu'il faut aussi accompagner à l'échelle de chaque écosystème, de chaque problème d'environnement, redéfinition des responsabilités de chacun, avoir des outils de dialogue aussi justement pour explorer ces responsabilités, explorer les capacités d'agir aussi de chacun pour essayer de remédier à ce problème, et puis trouver des formes de stratégie de cogestion ou de coordination à l'échelle de chaque écosystème. Et surtout, du coup, ça appelle aussi évidemment à des outils de négociation. Et donc tout ça, ce qu'on considère en comptabilité écosystème centré, c'est qu'au fond, ce sont des problèmes de comptabilité. Donc je ne vais pas m'étendre sur ce point, mais ce que je viens de dire, c'est-à-dire rendre visible et dialoguer sur les liens entre les écosystèmes et les enjeux de chacun et des nouvelles interdépendances que ça génère, statuer sur le bon état écologique des écosystèmes en question et des performances positives ou négatives des actions de chacun au regard de cet écosystème, attribuer, réguler, rendre contrôlable par d'autres les engagements de chacun envers la protection de l'écosystème, définir, piloter, évaluer des nouvelles stratégies de cogestion, tout ça renvoie aux 4 grandes fonctions de la comptabilité qui ont été identifiées par 2 auteurs, Peter et Miller, qui ont étudié 40 ans de recherche critique en comptabilité et qui en ressortent ces 4 grandes fonctions. Et donc la question pour les comptabilités écosystèmes centrées, c'est un peu comme pour CARE au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire est-ce qu'on peut inventer des comptabilités alternatives qui vont performer dans une autre direction pour transformer l'entreprise. La question pour la comptabilité écosystème centrée, c'est est-ce qu'on peut inventer des nouvelles formes de comptabilité alternatives dédiées à la protection des écosystèmes et qui pourraient performer aussi dans l'avènement de ces nouveaux régimes de responsabilité, etc., à l'échelle des écosystèmes. Donc voilà, tout ça a donné lieu, ça fait plusieurs années qu'on travaille à la fois sur le plan théorique et je vais y revenir sur le plan aussi de la construction d'outillage. Alors simplement un mot sur le plan théorique, tout ce que je viens de vous dire demande de construire des alliances entre recherche comptable et recherche en sciences de la conservation. Donc on a publié un certain nombre de travaux à la fois dans des journaux de comptabilité mais aussi en essayant d'embarquer, ce qui n'est pas toujours simple, les scientifiques de la conservation qui sont... Parce que, comment dire, il y a déjà plein de gens qui inventent plein d'outils pour les écosystèmes. Donc c'est comme pour la comptabilité d'entreprise, on arrive dans un espace qui est déjà peuplé de tout un tas de cadrages, de tout un tas d'outils auxquels il faut montrer qu'on apporte quelque chose. Et les premiers concernés, ce sont à la fois les scientifiques et les praticiens
de la conservation, c'est-à-dire ceux qui portent des projets, les gestionnaires de l'environnement, ceux qui portent des projets de protection de la biodiversité, etc., qui ont déjà plein d'outils. Et puis, quand on arrive avec nos histoires, c'est ce qui est arrivé à une de mes doctorantes là, il y a 2 jours à la Tour du Valat, qui est une ONG de préservation des zones humides dans le sud de la France, qui disent oui, mais bon, au fond, qu'est-ce que ça apporte? Donc nous aussi, on a la charge de la preuve de ce que ces nouvelles comptabilités peuvent produire. Et en tout cas, on a besoin du coup de ces alliances avec les scientifiques de la conservation. Alors tout ça nous a amené à développer aussi une démarche. On est en train d'élaborer. Alors c'est moins mûr que Caire en la matière. On a quelques années de moins. Et puis il a fallu installer dans le champ cette idée de comptabilité sur d'autres périmètres. Mais donc on en est plutôt à une phase de développement conceptuel et d'expérimentation in situ de la démarche et peut-être un début d'outil. Là, je présente ça de manière très séquentielle, comme si on avait un process très formalisé, etc. Ce n'est pas le cas. Évidemment, il y a des allers-retours entre ces différentes phases, entre à la fois un travail de montage de dispositifs de recherche-intervention, un travail d'analyse critique sur le terrain à l'échelle d'action collective sur les écosystèmes, et puis de mobilisation du cadre comptable écosystème centré, dont je vais dire 2 mots, puis de mise en discussion avec les acteurs. Et on est aussi évidemment dans un processus itératif pour faire évoluer à la fois les situations dans lesquelles on intervient à chaque fois par cette démarche, et en apprendre quelque chose pour faire évoluer l'outillage sur lequel on travaille. Donc bon, je vais pas insister sur cette dimension. Donc à chaque fois, c'est des travaux qui se font en recherche-intervention avec des acteurs ou des organisations qui portent des préoccupations écologiques sur le terrain. Donc ça peut être une entreprise. Moi, j'ai fait ma thèse avec Lyonnaise des Eaux à l'époque, mais ça peut être aussi des ONG d'environnement, ça peut être des acteurs publics. On travaille avec la région Occitanie, par exemple. En tout cas, le parti pris, c'est de dire déjà, il faut arriver à équiper comptablement ceux qui cherchent à agir pour les écosystèmes. Ensuite, donc, il y a un certain nombre comme je le disais, l'espace est déjà peuplé. Quand on arrive sur un terrain, les gens font déjà plein de choses. Donc la question, c'est de savoir comment on apporte quelque chose à ce que les gens font déjà sur chaque écosystème, sur chaque terrain. Et donc, il faut comprendre dans le détail ce qu'ils font déjà, où est-ce qu'il y a des marges de manœuvre, qu'est-ce qui bloque, etc., pour savoir où ce que nous, on peut apporter avec le cadre comptable qui vient juste après, peut apporter quelque chose aussi aux acteurs qui sont sur le terrain. Donc, on a développé quelques guides conceptuels et méthodologiques qu'on a testés avec notamment des étudiants et des doctorants pour produire ces analyses de terrain qui cherchent à mettre le doigt sur comment les organisations se rendent déjà des comptes à l'échelle de chaque écosystème. Par le truchement de quels outils qu'elles utilisent déjà et quelles sont les limites de ces outils et de leurs usages à l'échelle de ces écosystèmes, dans la capacité à réagencer les systèmes de responsabilité à l'échelle des écosystèmes. Qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui bloque et où est-ce qu'on pourrait apporter quelque chose ? Et ensuite, on travaille donc à partir d'un cadre conceptuel, qu'on a appelé cadre comptable écosystème centré, en fait, qui cherche, qui soulève, qui met en lien en fait, un certain nombre de questions qui nous semblent fondamentales à prendre en compte, à suivre et à discuter collectivement pour organiser la prise en charge collective d'un écosystème. Donc, quels sont les résultats écologiques qui sont visés collectivement à l'échelle de l'écosystème ? Comment est-ce qu'on peut essayer de faire une hiérarchie des responsabilités à l'échelle de chaque écosystème entre les différentes organisations qui y interviennent ? Est-ce que les organisations ont déjà pris un certain nombre d'engagements ? Est-ce que ces engagements, on arrive à voir dans quelle mesure ces engagements qui sont pris par diverses organisations contribuent ou non à l'amélioration de l'écosystème ? Et comment ces contributions se combinent pour apporter un delta, disons, positif à l'écosystème ? Et puis, il y a toutes les questions sur qui fait quoi, quelles actions. Donc, il y a toute une question aussi de suivi des coûts des activités. Et on distingue 3 grands types de contributions. Les contributions sous forme d'actions qui ont un effet direct sur l'écosystème.
sous forme de moyens. Alors ça peut être des moyens financiers qui vont être dédiés à l'organisation justement et à la mise en place de ces actions de gestion collective de l'écosystème. Ça peut aussi être du foncier, par exemple, qui est très important sur les enjeux de protection de la biodiversité. Et puis des activités aussi de gouvernance et justement de construction de cette comptabilité comme dispositif collectif qui sont aussi reconnus comme contribution. Et puis des comptes aussi de chaque acteur, comment chaque organisation s'y retrouve. Et c'est ça, bien sûr, qui connecte aussi avec les modèles comptables d'entreprise et le modèle CARE. Et tout ça, aujourd'hui, mais ça va évoluer, prend la forme d'une architecture comptable qui ressemble un petit peu à ça, où on organise le suivi de ces différentes grandes questions qu'il faut se poser, cependant qu'on cherche à organiser la gestion de l'écosystème. Alors, quand je parle d'architecture comptable, je parle plutôt de l'image de gauche, c'est-à-dire plutôt une architecture modulaire, c'est-à-dire qu'on a des briques de base et on va construire en situation, plutôt que, en tout cas sur la comptabilité écosystème centrée, c'est plutôt ça l'esprit du travail. On a des briques, on sait qu'ensemble elles peuvent construire peut-être un bâtiment, mais en tout cas il faut déjà comprendre quel est le terrain, l'environnement spécifique dans lequel cet habitat va se construire. Et donc voilà. C'est juste une image pour essayer d'expliquer un peu ce qu'on fabrique. Et donc, en combinant analyse de terrain, diagnostic de terrain et aussi analyse des données déjà mobilisées par les acteurs sur chacun des écosystèmes et ce cadre conceptuel et comptable, on essaye de construire des comptabilités écosystèmes centrées qui ont vocation à être partagées par une coalition d'acteurs ou un collectif d'acteurs selon le niveau de confiance entre les acteurs sur chaque écosystème, sur chaque écosystème pour les aider à être peut-être à apporter quelque chose dans leur réflexivité sur l'organisation de la gestion de l'écosystème. Donc voilà, on développe aussi des méthodes, tout ça c'est du travail en cours, mais on développe aussi des méthodes pour discuter ensuite de ces constructions avec les acteurs. Là, c'est des images d'un atelier qu'on a organisé sur une rivière du Lot-et-Garonne qui s'appelle la Gimone, je ne sais pas si on peut encore appeler ça une rivière, donc je pense qu'il faudrait mieux l'appeler un canal, mais l'état de dégradation hydromorphologique est extrêmement avancé. Et donc là, on a les syndicats de rivières, le Conservatoire des espaces naturels, l'ADASEA, un service aussi du département qui promeut l'élevage plutôt que des systèmes agricoles intensifs, etc., qui discutent autour de cette comptabilité pour voir ce que ça apporte comme reproblématisation de leurs enjeux, comme perspective de construction de coalitions plus élargie, de reconquête des zones humides sur cette rivière, etc. Et donc voilà, tout ça est itératif, donc on essaye d'améliorer, d'enrichir cette comptabilité et puis aussi de réfléchir évidemment sur ce que ça peut apporter aux acteurs impliqués dans cette difficile protection des zones humides sur cette rivière. Et donc dernier point avant de reboucler avec CARE, donc tout ça, la démarche c'est de le mettre à l'épreuve d'un certain nombre de cas, de cas concrets, donc en essayant aussi de former des étudiants à la méthode au passage, et puis que les étudiants nous apportent des choses sur son évolution, enrichissent aussi la méthode. Simplement, cette slide, c'est simplement pour dire, je ne vais pas rentrer dans le détail des deux terrains là, c'est simplement pour dire, évidemment, chaque cas est différent, et donc chaque comptabilité qu'on va construire sur chaque terrain va être très différente. Je prends deux exemples très, très contrastés. Le premier, c'est sur une préoccupation écologique de prévention des pollutions diffuses sur une nappe dans l'ouest parisien. Donc on est sur un contexte de dégradation importante d'une nappe d'eau, avec des moyens de l'agence de l'eau qui sont mis sur la table depuis une dizaine d'années pour essayer d'améliorer les systèmes agricoles et encourager le passage au bio pour réduire les pollutions diffuses. Mais en fait, ce qu'on constate, c'est que la nappe d'eau continue de se détériorer de manière forte, et donc les acteurs de l'eau, donc Suez, l'agence de l'eau et les services concernés à la collectivité Grand Paris Seine-Ouest cherchent à se demander qu'est-ce qu'ils peuvent financer, comment est-ce qu'ils peuvent mettre en place une dynamique qui protège mieux la nappe. Et donc on a fait un diagnostic de terrain, je vous passe les détails, mais qui a abouti notamment à la réalisation que
il y a 2 groupes d'agriculteurs différents. Il y en a un qu'on a appelé des vallées pour plein de raisons, enfin de la vallée, parce que c'est dans la vallée de la Seine, qui a peu d'impact sur la nappe parce qu'ils ont déjà fait beaucoup de conversions au bio, beaucoup d'efforts en fait depuis une dizaine d'années, etc. Et puis ils sont en maraîchage, etc. Et puis un autre groupe d'agriculteurs dit des plateaux qui sont sur des coteaux et qui ont enfin sur des plateaux pardon et qui ont un impact fort. C'est de l'agriculture intensive, mais par contre il n'y a pas de dialogue. Le dialogue est très difficile avec ces groupes d'agriculteurs. Et en tout cas, il n'y a pas de transformation des systèmes agricoles, alors que ce sont eux qui ont la responsabilité la plus forte dans la dégradation de la nappe. Donc, on a fait ce diagnostic de terrain et on a construit une comptabilité sur cette en partie, enfin, notamment sur cet enseignement de terrain qui reprend du coup cette distinction entre agriculteurs des plateaux et agriculteurs des vallées, parce que c'est bien là que se distinguent les régimes de responsabilité dans la dégradation du problème d'environnement. Et que donc, si on veut penser une comptabilité qui permet de flécher des investissements, des actions, etc., vers des contributions réellement efficaces du point de vue de l'action environnementale, eh ben, il faut intégrer cet enseignement de terrain dans le système comptable collectif qu'on construit. Donc, ça pose plein de questions, évidemment, de comment ensuite on discute ce système comptable, notamment avec les agriculteurs des plateaux, bien sûr. Donc ça, on pourra y répondre. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que selon les enseignements de terrain, on construit des choses très différentes. Deuxième exemple sur le réensauvagement et la coexistence avec l'ours dans les Abruzzes, mais je n'ai pas le temps de développer cet exemple. Voilà, et donc simplement, donc nous, donc à gauche, là, comptabilité écosystème centré, c'est à la fois très stimulant et en même temps un peu ingrat parfois, parce qu'on travaille dans les processus organisants, instituants, à l'échelle d'écosystèmes, de préoccupations écologiques. Donc on cherche à faire advenir des organisations autour de ces problèmes d'environnement par la comptabilité. Donc on ne travaille pas dans l'institué des comptabilités publiques ou des comptabilités d'entreprise. Par contre, il faut évidemment s'articuler avec la transformation de ces comptabilités d'entreprise et de ces comptabilités publiques pour pouvoir avoir un effet transformatif sur le plan écologique qui est important. Et donc, c'est tout l'enjeu des travaux d'articulation entre comptabilité écosystème centré et CARE qu'on porte avec Alexandre dans différents cadres. Pour résumer le propos, et c'est ma dernière slide, pour résumer le propos, du point de vue de la démarche comptable écosystème centré, donc l'articulation avec les comptabilités d'entreprise type CARE, sont essentielles parce que ce que je viens de dire, c'est-à-dire que si on veut redéfinir les responsabilités collectives sur les écosystèmes, à un moment donné, ça interpelle les modèles de création de valeur de chaque organisation qui est impliquée sur cet écosystème. Pour aller au bout de l'exercice, il faut du coup accompagner aussi les entreprises dans la redéfinition de ces modèles de création de valeur, de ces modèles d'affaires. Et donc pour ça, il y a besoin de comptabilité centrée sur les organisations. Et du point de vue de CARE, Alexandre l'a dit, la définition des capitaux naturels dans leur pluralité, dans leur singularité, des porte-paroles de ces capitaux naturels, l'évaluation des dettes écologiques, des actions de maintien, elle peut se faire que par le moyen d'une comptabilité qui soit à la fois biophysique, c'est-à-dire qui permette de mesurer le fameux bon état écologique des écosystèmes, mais on l'a vu, cette question, elle amène tout de suite à des enjeux de dialogue, à des enjeux de renégociation des responsabilités. Et donc c'est pour ça aussi qu'on va chercher la comptabilité, pas simplement comme outil technique, mais comme outil aussi d'organisation en fait. Et donc voilà, il y a un certain nombre de travaux. Alors il y a les travaux qu'on a menés dans le cadre des Bernardins, qu'on a co-dirigés avec Alexandre, qui ont vraiment cherché à établir des fondements théoriques communs aussi entre comptabilité, écosystème centré et CARE, au croisement entre comptabilité, anthropologie, écologie. Et puis il y a les travaux dont Alexandre a parlé aussi, qu'on porte dans la chaire, qui sont plutôt des travaux aussi de recherche de modèles. On travaille vraiment sur les modèles, les outils. Et par exemple, et là je vous promets que c'est ma dernière slide, je ne la développe pas, c'est simplement pour dire, voilà, on a aussi des travaux où on cherche à articuler les systèmes de compte issus de ce travail collectif au niveau des écosystèmes, c'est ce qui est à gauche, avec le bilan et le compte de résultats de CARE, et à comprendre aussi comment on peut travailler le suivi des coûts et des niveaux de préservation et d'aide écologique à ce niveau-là. Et donc c'est le stage de Maria Fernandez qu'on a co-encadré avec Alexandre. Voilà un petit peu pour vous présenter l'état de ces travaux et la perspective. Et bon, merci pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop dense.
Merci Clément, merci Alexandre. Alors on a une grosse demi-heure pour discuter. Qui a des questions? J'en ai une en attendant que ça chauffe dans la salle. Tu parles d'écosystème, on a bien compris, je crois. Mais pardonnez-moi si je suis simpliste, mais l'agriculteur moyen, son écosystème, c'est aussi la concurrence, l'Europe, des subventions auxquelles il a droit pour certaines choses et pas pour d'autres. Plus tout le côté psychologique qui a été un peu abordé aussi tout à l'heure par Nathalie. Il y a cette espèce d'agacement anti-écologique parce que ça perturbe, ça contraint. Mais ça réduit aussi les marges. Enfin, voilà, on sait ce que gagne un viticulteur qui fait du vin en biodynamie ou du vin naturel par rapport à du vin classique. C'est moins. Voilà, donc tout ça, ça fait beaucoup de choses à changer en même temps. Et est-ce que dans les exemples de terrain que vous avez, il y a aussi des discussions avec des partenaires qui habituellement financent, aident, accordent des subventions, etc. Est-ce qu'au niveau de l'Europe, la PAC pourrait bouger pour prendre en compte ce genre de choses? Enfin voilà, comment ça se télescope? Merci pour cette question. Alors, deux niveaux de réponse. Le premier, c'est que en fait, le cadre comptable écosystème centré sur lequel on travaille, il ne rend pas que visible la combinaison des activités en termes de leur efficacité environnementale, puisqu'il s'agit aussi de comptabiliser et de rendre visible du coup les efforts de chacun dans cette amélioration des performances environnementales. Et donc, il met en tension ces éléments-là, et tout l'enjeu du système, c'est justement de rendre visibles ces tensions et de les discuter. Il ne cherche pas forcément à les réconcilier, mais il cherche à les mettre en tension pour que les acteurs puissent mieux les discuter. Et sur le cas que j'ai présenté très, très rapidement là, de la nappe de Flins Aubergenville, évidemment, il y a les agriculteurs des vallées qui font un gros boulot depuis 10 ans, qui reçoivent pas mal de subventions aussi des agences de l'eau, etc., pour transformer leur système agricole, ont envie que leurs efforts soient reconnus, et donc, y compris si c'est des efforts qui n'ont pas une grande efficacité environnementale. Et donc cette notion de reconnaissance des contributions, même si elles ne sont pas hyper efficaces environnementalement, est aussi très importante. Le problème, c'est qu'on est aujourd'hui dans des systèmes qui ne font que reconnaître les efforts sans réellement quand même être sur l'évaluation de l'efficacité environnementale. Donc le curseur, il est plutôt sur la reconnaissance des efforts que sur l'autre. Donc ce qu'on essaye aussi de faire, et ce qu'on a essayé de faire après en discutant de ces systèmes avec l'agence de l'eau, etc., c'est de remettre le curseur un peu dans l'autre sens en disant oui, mais là, vous donnez quand même de l'argent public pour financer des actions dites environnementales qui certes sont très bien parce qu'il faut être dans une dynamique d'enrôlement, être sur une dynamique de reconnaissance aussi des efforts de chacun, mais en même temps, il faut aussi se donner des outils de pilotage qui permettent d'être sur la question de l'efficacité environnementale. Donc il faut trouver effectivement ce qui permet d'éviter l'agribashing d'une certaine manière, parce que c'est effectivement très important. Et sur ce terrain-là, en plus, il y a beaucoup d'émotions liées à ça. Donc, et en même temps, qui permettent quand même de remettre un peu le curseur sur la question de l'efficacité. Et sur la deuxième question, ça pose toute la question des limites de pertinence de ce qu'on fabrique à l'échelle de chaque écosystème et de la nécessité, c'est tout l'enjeu du programme de la chaire, de le reconnecter à d'autres échelles, à la fois sur les comptabilités privées et ce qu'on fait aussi sur les comptabilités nationales. Alors c'est balbutiant, mais il y a effectivement un enjeu de pouvoir. Et dernier point, on a un projet avec la région Occitanie et les agences de l'eau où on construit 3 comptabilités écosystèmes centrées sur 3 terrains en Occitanie. Et justement, la question, c'est de remonter vers les comptes de la région pour qu'ils arrivent à mieux arriver à tracer les subventions qu'ils vont donner pour la reconquête des territoires jusqu'au résultat environnemental, mais en passant par les systèmes collectifs. Donc voilà, on travaille là-dessus, mais évidemment, il y a plein de boulot qui reste à faire. J'étais un peu long. J'ai 2 petites questions pour prolonger un tout petit peu, sauf si Alexandre, tu voulais ajouter quelque chose, pardon. Juste sur le complément, parce qu'au niveau de CARE, on travaille énormément avec l'agriculture historiquement. Et on a notamment comme acteur, alors historiquement, justement, la ferme d'avenir, donc une ONG. Là, on travaille avec Serre France, qui est le centre de contrôle de gestion historique des petites et moyennes exploitations agricoles en France. Et avec un certain nombre d'autres acteurs dans l'agriculture. Et cette question, notamment liée à la PAC, etc., c'est au cœur de beaucoup de travaux. On a plusieurs thèses qui, justement, travaillent sur la redéfinition des coûts et sur les problématiques aussi de double affichage. Par exemple, là, on a une thèse avec Carrefour sur la question du double affichage
c'est-à-dire faire prendre conscience aussi du prix qui devrait être payé si vraiment on prenait en compte les bons états écologiques et les états de décence des êtres humains, et voir la marge. Et derrière, dans la chaire, on a le ministère de la Transition écologique, et notamment le CGDD, le Commissariat général au développement durable, qui est très attentif sur les questions de comment est-ce que ça peut permettre de repenser les financements, et derrière d'avoir des points de discussion renouvelés avec la PAC, en disant justement, sur la PAC, donc il y a tout un tas de coûts qui actuellement ne sont pas couverts, et comment est-ce qu'on les finance, et comment est-ce que aussi, parce que la question des bons états écologiques et des états de décence des êtres humains, ça renvoie à du commun écologique, c'est-à-dire après, c'est des questions aussi de resituer là qui prend sa part dans le paiement de tout ça. Est-ce que c'est juste les consommateurs, ou est-ce qu'il y a une nécessité d'avoir une compréhension renouvelée de la création de valeur et de qui apporte cette création de valeur. Et pour ça, il faut qu'on ait une clarification très claire des coûts, des efforts, des résultats, etc. Et c'est tout l'enjeu de la comptabilité de faire ça, justement. Et alors justement, j'ai une question plus interne aux techniques comptables. Là encore, vous pardonnerez si je suis un peu novice, mais est-ce qu'il y a, vous avez parlé des amortissements par exemple, est-ce qu'il y a d'autres fleurons du plan comptable qui sont plus ou moins directement utilisables? Moi, ça me parle a priori, par exemple, si je dis provision pour créance douteuse, si je dis compte de régularisation d'actifs ou de passifs, il me semble que créance douteuse, quand on commence à s'intéresser à une approche care ou écosystémique, moi ça me parle a priori, mais c'est mon défaut professionnel de laisser les concepts essayer d'éclairer, puis après on se rend compte que c'est plus ou moins pertinent. Et j'ai une autre question dans la foulée sur comment est-ce que vos techniques, la conception que vous avez de ces nouvelles comptabilités se croise avec l'inconnu en sciences écologiques, au sens où on ne sait pas tout, tant s'en faut, on sait plein de choses, mais c'est peut-être pas toujours, entre guillemets, certain au point qu'on puisse passer une écriture comptable. Et l'autre aspect, c'est qu'il y a peut-être des effets de cliquet, pour le coup, d'adoption précoce, ou trop précoce de choses, un peu comme, je dirais, je vais le dire comme ça, on se précipite sur la voiture électrique parce qu'on pense qu'au moins on fait quelque chose et que c'est ça qu'il faut faire. Peut-être que c'est pas si bien que ça, mais en même temps, on ne peut pas s'avouer qu'on ne sait pas encore quoi faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, à partir de là, comment est-ce que vous croisez aussi, non pas seulement de l'inconnu dans les sciences écologiques, mais aussi, plus ou moins localement, des décisions déjà prises en pensant bien faire et pour lesquelles il vaudrait peut-être mieux faire marche arrière et repartir autrement ? Oui, alors, on a la journée. Alors, sur le premier point très technique, alors réponse courte, on utilise des éléments du vocabulaire, des éléments du plan comptable notamment, mais en redéfinissant pas mal de choses. Juste pour donner un exemple, comme tu parles des provisions, voilà, comme ça je vais pouvoir... c'est que il peut y avoir l'idée qu'avec CARE, on va rajouter des provisions. Mais notamment parce qu'il existe à l'heure actuelle une obligation de passer des provisions pour remédiation des sols. Mais justement, le problème, c'est que ces provisions déjà ne sont pas assises sur un niveau en fait, de bon état écologique. Donc c'est quelque chose qui n'est pas défini. Et deuxièmement, en fait, la provision est centrée sur le fait de simplement passer une somme d'argent sans conditionnement donc à quelque chose qui relève du biophysique. Et donc la provision, c'est littéralement en fait un passif qui est avec une date d'échéance incertaine, avec un montant potentiellement incertain et qui peut être réversible. Et donc c'est pour ça que c'est une provision. La lecture qu'on va donner de CARE de cette même problématique, c'est de dire non, en fait, quand on va s'intéresser donc à la remise en état d'un sol, c'est qu'il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé sur le sol qui, d'un point de vue biophysique, est réel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réversibilité. Et, en tout cas, la dégradation est là, donc elle est constatable et mesurable biophysiquement, donc ce n'est pas quelque chose qui est sur une valeur incertaine. Et la date d'échéance de remise en état, si on veut garantir le bon état écologique, là aussi, quelque chose que l'on peut arriver en fait, à quantifier dans quelque chose qui n'est pas purement incertain. Donc du coup, ce n'est plus une provision, c'est une dette, mais à partir du moment où on estime que c'est sur une base biophysique. Donc on va avoir en fait des transitions qui vont être opérées entre des choses qui sont déjà faites potentiellement dans la comptabilité, d'autres qui ne le sont pas, avec une relecture comptable. En fait, c'est des traductions, c'est vraiment des retraductions potentiellement.
Et ça m'amène en fait à commencer à répondre à la deuxième question, mais là je laisserai aussi largement Clément. C'est que là, ce qui est très intéressant en comptabilité, et parfois il y a quelques malentendus là-dessus, c'est que la comptabilité, c'est pas que quantifier, c'est largement pas que ça en fait. C'est déjà des questions de prise en compte, de représentation. Et donc tout le travail, et ça c'est un point sur lequel on insiste énormément dans les missions, donc concrètement sur le terrain, c'est que la première chose qu'on fait, et souvent là, ça occupe on va dire 80% du temps, c'est de poser un squelette adapté. Quand on parle de comptabilité financière, on a déjà la question du plan de compte. Quand on a un plan de compte, c'est déjà pas de la quantification. C'est d'avoir une façon de comprendre l'architecture de l'organisation. Et tout l'enjeu de la comptabilité, c'est de cadrer pour pouvoir ensuite quantifier éventuellement. Ça, c'est toute la sociologie de la quantification, hein. Il faut déjà cadrer quelque chose pour pouvoir le quantifier. Et c'est justement de renvoyer aussi quelque chose, Nathalie en a un peu parlé tout à l'heure, c'est que beaucoup de visions de la RSE vont directement sur des problématiques de quantification potentielle, en oubliant totalement la phase de cadrage. Et alors que justement, CARE notamment, et bon, je laisserai Clément compléter là-dessus, mais c'est aussi l'idée de la comptabilité écosystème-centrée, c'est d'abord en fait justement de cadrer, de représenter, de redonner en fait un squelette différent. Alors à partir de là, c'est totalement adaptable avec une incertitude de la donnée. Parce que le problème, en fait, c'est pas directement dépendant de la donnée, c'est de dire on vous a donné un squelette, et justement, on vous accompagne après à tenir compte de l'évolution des informations, à tenir compte, mais vous avez en fait une orientation qui est clarifiée. Donc vous savez comment vous saisir du problème. Donc c'est la comptabilité comme problématisation qui permet en fait d'avoir un regard, et c'est ce que Nathalie disait, c'est que en PACA, il y a eu les acteurs, grosso modo, déjà le premier résultat, ça a changé notre regard et ça nous a permis d'avoir quelque chose de clarifié de comment on peut se saisir de ces choses qui sont complexes. Donc à partir de là, on a le bon cadre pour dire oui, il y a des évolutions de données, il y a des évolutions d'informations, il y a des évolutions de techniques, et ça, on va savoir comment le rentrer et comment on va pouvoir s'en saisir de façon évolutive. Et je pense que... Alors, je passe mon tour sur la première question, n'étant pas un vrai comptable, hein, je me dévoile. Mais en revanche, c'est en fait faire le lien entre la première question et ce que vient de dire Alexandre sur le cadrage. En fait, on peut aussi voir la comptabilité comme une grammaire, c'est-à-dire que c'est une grammaire partagée qui va nous permettre d'élaborer éventuellement des phrases qui vont être différentes de situation en situation, mais qui en fait font qu'on peut discuter, qu'on peut mettre en lisibilité des situations avec une grammaire partagée et du coup des concepts partagés. Sur la question de l'indétermination et de l'incertitude sur les écosystèmes, c'est évidemment une très grande spécificité, c'est-à-dire que les non-humains, d'une certaine manière, les entités écologiques interagissent d'une certaine manière, à la fois avec les activités humaines, y compris entre elles-mêmes, c'est-à-dire que, et d'autant plus avec le réchauffement climatique, il y a plein de choses qui vont se passer, et on ne sait pas comment un certain nombre d'entités écologiques vont réagir à ce qui leur arrive, à ce qu'on leur fait subir, etc., à ce que d'autres phénomènes vont faire sur elles. Donc, évidemment, et donc pour moi, justement, c'est une force de la comptabilité, telle qu'en tout cas on la conçoit, et notamment de la comptabilité de gestion, de se dire on n'est pas dans le paradigme, disons, informationnel à la March & Simons, on n'est pas en train de se dire il faut la bonne information et on aura la bonne décision. On est vraiment dans une pensée actionnelle où il y a où la pensée, comment dire, il s'agit de suivre des choses simultanément, de faire des hypothèses sur la manière dont on pense que ces choses pourraient évoluer si on faisait ça, si on mettait en place telle contribution, si on supprimait telle pression, et en suivant les choses dans le temps, et c'est ça que fait la comptabilité, hein, on n'est pas dans la modélisation future des liens de cause à effet, etc. On est dans l'organisation du suivi comptable d'un certain nombre de phénomènes qui vont se dérouler et qui se déroulent ou qui sont déroulés. Et donc, on fait des hypothèses. Si on apporte telle et telle contribution, si on réduit telle pression, si tel acteur fait ça, on espère que ça améliorera le résultat écologique. Et on se donne les moyens et le temps de vérifier ces hypothèses au fur et à mesure qu'on suit les différents phénomènes qui sont censés résulter des activités qu'on a mis en place. Et donc,
ça amène à l'idée que la comptabilité, elle n'est jamais clôturée. En fait, elle est toujours reprenable, elle n'est jamais clôturée, elle n'est jamais définitive. Et donc on peut la reprendre, on peut changer les métriques, voilà. Mais tout ça s'inscrit dans des procédures, du coup, dans des procédures organisationnelles, institutionnelles, où on va rediscuter de, du coup, 2 ans après, on se rend compte qu'en fait, l'hypothèse que telle activité qui mènerait à telle contribution écologique amène pas au bon résultat. Qu'est-ce qui se passe? On reprend les comptes qui permettent de lire les différents éléments de gestion de l'écosystème et on se dit ah oui, c'est peut-être là qu'il y a un problème, on n'a pas mis assez de ressources ici, etc. Et on reteste des choses. Et donc de manière itérative, on poursuit ce motif existentiel qui est la protection de l'écosystème, mais en se donnant dans les comptes, et notamment dans le compte de résultats, simplement des fins poursuivies à un moment T, parce qu'il faut bien clôturer pour agir, mais jamais clôturer définitivement. Donc c'est ça aussi l'esprit, je pense, dans lequel on travaille. Très bien. Oui, Frédéric Letellier, donc bonjour. Je trouve déjà l'exposé passionnant dans le sens où il est très clair. C'est-à-dire qu'effectivement, lier la comptabilité historique à la comptabilité, donc liée à la problématique que vous exposez, est très intéressante. J'ai un exemple là, il n'y a pas très longtemps, au niveau donc européen, je reprends ce que disait Albert. Finalement, en 2035, les moteurs thermiques devaient être terminés en termes de fabrication. Un de nos partenaires européens a décidé, par biais d'un lobbying appuyé, que ce ne serait pas forcément le cas et a convaincu nos partenaires européens. On connaît les impacts écologiques qui sont difficiles effectivement à évaluer sur l'environnement avec les moteurs thermiques et également les moteurs électriques. Et on s'aperçoit finalement qu'il y a un enjeu très fort qui est quand même la survie des entreprises. Bon. Et j'ai beaucoup de difficultés à comprendre. En fait, je comprends très bien qu'il y a une approche comptable et c'est très bien par l'outil. Par contre, il y a quand même un gros problème d'enjeu. C'est-à-dire que moi, je verrais plus aborder donc ce problème-là par les enjeux stratégiques et même de survie des entreprises. Et c'est un problème extrêmement complexe qui dépasse complètement la comptabilité, qui rentre beaucoup plus dans le domaine de la politique et de la stratégie au niveau même mondial, puisque là, on est dans un problème de concurrence. Et c'est ce thème que je voulais vous voir aborder. Le problème de la concurrence, quelle place prend-il dans votre approche? Oui, merci pour la question. Alors, sur ce point-là, plusieurs éléments de début de réponse. Le premier, je dirais, même pour ouvrir en fait ça, c'est que même indépendamment des modèles qu'on développe, la question de la mise en place de systèmes de reporting et de finances durables qui va avec, d'ailleurs, a beaucoup interrogé au niveau européen sur le problème de la compétitivité et de la mise en concurrence. Il faut voir que quand donc la France a été le premier pays à proposer, à obliger en fait les grandes entreprises à faire du reporting extra-financier avec l'article 225 en 2012. Directement, il y a eu beaucoup d'attention sur la question de la perte de compétitivité. La posture que quelque part je ferai mienne ici, ça a été celle de Patrick de Cambourg, le président de l'autorité des normes comptables à l'époque, qui disait en fait il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une perte de compétitivité, tout simplement parce que l'enjeu, c'est de mettre en lumière ce qui se passe et d'avoir en fait des bases renouvelées de négociation et des bases renouvelées en fait pour comprendre les trajectoires des entreprises dans un langage commun. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas eu, avec l'article 225, une perte de compétitivité. Alors, on peut dire parce que ça n'allait pas assez loin, peut-être, mais quand même. Ce qui a permis d'ailleurs à l'Union européenne, derrière, de passer la directive NFRD, donc Non-Financial Reporting Directive, en disant oui, OK, on peut avancer. Et ce qui a permis en fait à l'Union européenne de se rendre compte que finalement, ça permettait effectivement d'avoir des bases communes de dialogue, alors que sans ça, chacun disait voilà, moi j'en suis à un niveau de pollution, oui, je ne sais pas trop.
l'autre, on ne savait pas d'où on partait, on ne savait pas où on pouvait aller. Et ça a permis donc de réfléchir à CSRD, donc Corporate Sustainability Reporting Directive, qui est une directive qui va très loin, très très loin, qui va être appliquée donc dès l'année prochaine pour les premières entreprises. Et là, quand je dis ça va très loin, c'est que par exemple sur le niveau carbone, ça va obliger notamment à réfléchir en termes de budget carbone, donc de limites d'émissions de carbone. Et donc cette question de la concurrence a été intensivement discutée par l'Union européenne avec le résultat qu'il y a plutôt un enjeu de retrouver en fait dans la concurrence mondiale une part renouvelée en disant voilà, nous on s'affiche sur des marchés qui sont beaucoup plus transparents sur ces questions-là, avec des produits qui vont pouvoir en fait toucher aussi des populations qui sont attentives de plus en plus à ça, et donc avec un pari, mais qui est un pari qui vraiment pour l'instant est assez tenu, de dire ça va plutôt renouveler en fait des marchés. Bon, ça c'est une première réponse en fait officielle, j'aurais tendance à dire. La deuxième chose, c'est que au niveau spécifiquement de CARE, par exemple, c'est qu'il faut voir qu'il y a le domaine déjà de la comptabilité et puis le domaine en dehors de la comptabilité. La comptabilité, elle n'est pas là pour résoudre tout, loin de là. C'est-à-dire qu'évidemment, la question de la politique ne peut pas être résolue directement par la comptabilité. Mais son rôle, c'est d'établir un diagnostic, de dire voilà où on en est et voilà à partir de quelle base on peut avoir un dialogue. Et les entreprises avec lesquelles on travaille, alors là je parle vraiment en termes de mission, au-delà des expérimentations de recherche. Actuellement, ce qui est très intéressant, c'est que la quasi-totalité des missions qui sont demandées sont sous le sceau de la confidentialité la plus totale, parce que c'est utilisé en termes de redirection stratégique. C'est-à-dire que là, je vais donner un exemple, on a terminé avec le WWF et un cabinet, une très grosse mission, elle a duré 1 an, enfin un peu plus d'1 an, chez un très très gros industriel français, qui a voulu faire ça pour avoir vraiment un plan de redirection stratégique à terme sur les volets en fait, les plus impactants écologiques de son point de vue, et en termes de restructuration vraiment de son modèle d'affaires, et pour savoir justement quels sont ses points de négociation et ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, ce à quoi il doit renoncer et ce sur quoi il peut avancer, etc., etc. Donc du coup, ça donne des éléments en fait, de dialogue stratégique pour les organisations. Mais évidemment, ça ne remplace pas évidemment après le travail, un travail politique, un travail... mais sans ça, on ne peut pas savoir d'où on part, on ne peut pas savoir ce qui est possible, où on peut aller et sur quel justement levier on peut tirer, pousser. Il y a une autre question, je vais être très bref parce que je ne vais pas redire avec d'autres mots ce qu'a dit Alexandre. Simplement la question est... parce que ce que j'entends derrière votre question, et c'est très juste, c'est que au fond, le projet effectivement qu'on dessine ici, c'est de dire qu'il faudrait faire une comptabilité pour chaque écosystème, chaque entité écologique, chaque problème d'environnement, et à partir de là, repenser les responsabilités des entreprises. Et du coup, bien sûr, ça vient percuter des questions d'arbitrage très forts sur ouais, ok, mais du coup, il y a des entreprises qui vont être peu viables, voire des secteurs entiers qui vont être peu viables. Et donc, comment on fait ces arbitrages à une plus grande échelle. Moi, ma réponse, Alexandre, voilà, ma réponse rapide, c'est juste de dire, effectivement, la question écologique, c'est de réintroduire de la limite. C'est ça, la question écologique. Donc, c'est comment on réintroduit de la limite à partir de la préservation d'autres choses qu'une entreprise, qui sont des écosystèmes, etc. Et donc, déjà, il faut rendre ça perceptible, visible. Et voilà. Et après, effectivement, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Alexandre, la comptabilité ne remplace pas la discussion politique et la négociation. Elle est là pour, disons, l'équiper, la rendre visible et donc l'éclairer. Et donc, effectivement, voilà, il y a des arbitrages, il y a d'autres choses qui sont importantes que la préservation des zones humides. J'en conviens tout à fait, même si moi je préfère les zones humides. Et donc, du coup, comment on fait ces arbitrages? Et donc, la question des comptabilités, c'est comment aussi on s'éclaire pour ça. Oui, bonjour. Je voulais vous demander où est-ce que vous situiez justement la dynamique des entreprises entre conformité à des normes et à des référentiels qui peuvent par ailleurs bouger, évoluer, mais donc respect de la conformité ou utilisation de ces nouveaux éléments pour accompagner une transformation profonde que vous avez citée, alors peut-être sans
sans trahir la confidentialité, mais est-ce qu'il y a des secteurs que vous voyez particulièrement en pointe? Est-ce qu'il y a des acteurs qui se manifestent et qui l'utilisent vraiment au-delà de simplement de la conformité, mais vraiment de la transformation? Alors, oui, c'est un point intéressant. Nathalie avait commencé un tout petit peu à aborder ces questions sur les différents types d'acteurs. Ce qui se passe, c'est que comme depuis, on va dire à peu près 2018, avec un certain nombre de rapports français, européens et internationaux d'ailleurs, les questions de comptabilité extra-financière sont devenues de plus en plus stratégiques. Hein. Ça a beaucoup aidé. C'est-à-dire que nous, on l'a très bien vu au niveau de CARE. Hein. On commence en 2012, on était... c'était vraiment dur. C'était vraiment dur. Il y avait des choses. Il y avait justement en France l'article 225, mais c'était pas... Voilà. On a vu le cap passer après 2018. C'est pas pour rien qu'en PACA, on a l'expérimentation en 2019 avec l'ADEME derrière. Hein. C'est que directement, il y a eu un truc qui s'est passé. Là, la montée en puissance avec CSRD fait que même les entreprises qui ne sont pas soumises à CSRD commencent à se dire oui, là, il va falloir qu'on y aille. Donc, on a un environnement qui a changé très positivement là-dessus. Alors, maintenant, on va avoir effectivement plusieurs profils d'organisation. On a les organisations qui sont très concernées par le volet réglementaire et qui se disent c'est en train de changer fortement et on a besoin d'avoir le coup d'après. Et là, c'est très clair sur les grosses entreprises soumises à CSRD qui se rendent bien compte que CSRD n'est qu'une étape et que c'est pour ça qu'on travaille beaucoup en lien avec la question de l'évolution vis-à-vis de CSRD, c'est-à-dire CARE, comme vraiment la pré-normalisation dans laquelle s'insère CSRD. Ça, c'est vraiment ça l'idée. Donc on a ça. Après, on a des entreprises qui viennent vers nous sous un angle de dire on en a... Il y a une conviction, vraiment, et on en a ras-le-bol en fait, d'avoir des politiques RSE qui sont totalement désarticulées des politiques financières, avec des trucs en plus en RSE qui ne sont pas cohérents. Voilà. Donc nous, on a besoin d'avoir un cadre qui soit totalement cohérent et on puisse faire dialoguer la direction financière avec toutes les autres directions. Donc ça, on a beaucoup de demandes par rapport à ça, en fait. Et on a après une troisième catégorie de demandes qui dit nous, on a besoin d'aller chercher de l'investissement et donc on doit montrer ce qu'on fait et comment on peut fléchir réellement de l'argent pour justement rassurer des investisseurs. On a donc ces types de catégories pour simplifier. Et dans les secteurs précis, comme je disais, on travaille beaucoup avec l'agriculture parce qu'évidemment, ils sont confrontés à pas mal de choses et ils ont besoin de clarifier leur politique potentiellement d'investissement, leur politique en termes réglementaires, etc., etc. Donc le secteur agricole est très en avance là-dessus, avec beaucoup évidemment de débats. Il faut être très clair, là on est vraiment pris dans ce qui se passe sur... Soline, là, ce qui s'est passé, on l'a vécu. Hein, je veux dire, c'est pas. Mais justement, ça permet d'avoir des regards différenciés parce qu'on travaille autant avec l'agriculture biologique qu'avec l'agriculture conventionnelle, littéralement. Mais donc l'agriculture est très intéressée, enfin même plus que ça en fait. Après, on a aussi comme secteur, alors en lien avec ça, l'agroalimentaire. Donc on reste dans l'agro, mais c'est agroalimentaire. Et puis on a de plus en plus le secteur industriel. Et là, même des très gros émetteurs de gaz à effet de serre, qui justement là sont sur des analyses stratégiques à la fois réglementaires, mais aussi, comme je le disais, de compréhension. Il va falloir que la direction financière dialogue avec les autres si on veut vraiment arriver à s'en sortir. Et je termine juste en disant que l'expérimentation, la mission, parce que c'est vraiment une mission dont je parlais, elle a été, comme de plus en plus maintenant, pilotée par les directions financières. Ce n'est plus les directions RSE qui demandent CARE, c'est les directions financières. Et tout a été validé à la fin par la direction financière. Et ce qui est assez remarquable, c'est que quand on a sorti les comptes CARE, qui montraient en fait une dégradation massive de leur bilan, c'était vraiment la direction, le directeur financier, on ne savait pas du tout comment ça allait se terminer. Hein. Ça a été, nous a dit, c'est ce que j'avais en tête. Et donc ça veut dire que derrière il y a des anticipations et que ça permet de poser en fait quelque chose sur des anticipations qui sont. On a affaire à des personnes qui ne sont pas idiotes, hein, qui savent qu'il y a des choses qui se passent. Et donc c'est pour aider à comprendre ces nécessaires redirections en fait. Moi j'ai une question un peu provoque, mais il y a peut-être quelque chose de sérieux derrière en fait. Donc il y a des dettes, il y a des créances, donc on peut peut-être se dire que ça se compense à un moment donné, et donc du coup si je vais pouvoir compenser, je vais pouvoir y aller à fond dans les dettes. Comment est-ce que le système, comment est-ce que le modèle tient compte de ça?
Alors, Ça, c'est la question de la compensation et toutes les critiques qui viennent derrière. Oui, alors déjà, justement, première réponse, un des grands principes de la comptabilité, c'est la non-compensation. Parce que, justement, on pourrait dire ça de toutes les dettes financières. Et du coup, on a des bilans nuls. Et ce qui est génial en comptabilité, c'est la non-fongibilité des comptes. Et ça, c'est un énorme gain par rapport à l'économie qui a tendance, en fait, à tout... par exemple, on parle de la dette publique, sans qualification. Ça n'a pas de sens, la dette publique. Je veux dire, elle est de nature, de qualification totalement diverses, et c'est bien ça la problématique. Donc en comptabilité, il y a non-fongibilité des comptes, donc c'est des analyses qualitatives. Et la dette n'est pas ni mauvaise ni bonne, ça dépend de la nature. De la même façon, en face, on va avoir donc ce qui est extrêmement important, c'est de comprendre ce qui est en face de la dette, donc les actifs qui sont en face. Et là encore, c'est ni bon ni mauvais. Donc ce principe de non-fongibilité et de non-compensation est essentiel, effectivement. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que justement tout le travail autour de la dette et en face des actifs, vraiment le couplage, permet d'avoir des indicateurs de performance, notamment sur une analyse renouvelée de la solvabilité des organisations. Donc on va parler de solvabilité écologique. Et donc de regarder notamment des ratios, notamment le ratio d'endettement naturel. Et du coup, on va pouvoir regarder si la dette diminue et comment la dette diminue. C'est-à-dire, est-ce qu'elle diminue parce qu'il y a une transformation réelle de l'organisation, ou est-ce qu'en fait, on a une diminution parce qu'il y a eu en fait, un changement de rigueur dans le suivi des états écologiques, etc. Donc ça, voilà. Donc à la fois ces principes de non-fongibilité, non-compensation, et derrière de pouvoir analyser sur ces bases qualitatives les évolutions de performance, c'est ça qui fait qu'en fait, on garantit quelque part qu'on ne peut pas mettre sous le tapis ce que l'organisation fait. Merci, c'est vraiment passionnant. Ça donne beaucoup à réfléchir. Je fais un pas de côté. Est-ce que ce modèle est transposable au niveau de l'individu dans la gestion d'un foyer, par exemple? Je commence, si tu veux. Par exemple, je ne sais plus, 75% des Français habitent en maison individuelle avec jardin. Donc. Oui, c'est vrai, sur les jardins partagés. Ouais, en fait, ça, alors, ça fait partie de questions qu'on a, et j'aurais tendance à dire que, la façon dont on s'en saisit, c'est plus sur le volet comptabilité nationale, parce que donc il y a le secteur justement des foyers, et c'est pour ça qu'on ne peut pas appréhender les enjeux de comptabilité sans réfléchir à tous les niveaux, et que la comptabilité privée, c'est sur des entités comptables clairement identifiées, donc entreprises, organisations publiques, etc. Parce qu'on travaille aussi beaucoup avec les organisations publiques, notamment on est très actif avec Grenoble qui pousse énormément. Ça a été un des acteurs qui permet actuellement de vraiment monter en puissance, d'ailleurs, ça permet de le dire. Quand on va réfléchir après à d'autres types d'acteurs qui ne sont pas en fait des entités comptables au sens privé, qui sont les foyers, là on passe sur la comptabilité nationale. D'où la nécessité d'avoir ce couplage entre les deux, en fait. Et donc, dans ce cadre-là, on peut appliquer en fait toutes les techniques. Alors, on n'en a pas parlé, mais au niveau comptabilité nationale, on va parler en fait de la structuration des comptes satellites en termes de dette écologique et de la notion de coûts écologiques non payés. Et donc là, on fait des travaux sur le secteur des foyers pour estimer les coûts écologiques non payés des foyers, et le mettre en parallèle du secteur des activités marchandes et non marchandes, via notamment CARE. Alors il y a une thèse d'ailleurs qui vient d'être soutenue il y a 2 semaines. C'est ça, il y a 2 semaines, Clément, qui a été co-encadrée par Clément, beaucoup de Clément. On est la chaire des Cléments, il y a 6 Cléments dans la chaire, c'est terrible, je ne sais pas. Voilà, bon. Par le co-directeur de la chaire qui est Harold Levrel, qui lui est donc sur le côté économie, et qui fait en fait les ponts entre la comptabilité nationale, CARE, la comptabilité écosystème centré, et justement qui commence à poser cette question, voilà, ce type de questionnement. Mais c'est vraiment dans cette articulation-là en fait. Ça me fait beaucoup réfléchir votre question. Il faudrait y réfléchir plus. Mais juste 2 éléments qui me viennent à l'esprit. Au-delà de s'en saisir par la comptabilité nationale, ce serait effectivement intéressant, par exemple, sur la comptabilité écosystème centré, sur les jardins de copropriété,
voilà, ça peut être intéressant de se demander voilà, comment c'est transposable, qu'est-ce que ça peut, voilà, à quoi ça peut donner lieu comme nouvelle forme de pratique, etc. Après, il y a une limite quand même que j'ai pu constater dans un des terrains qu'on a fait sur la protection des tortues marines, donc rien à voir, mais sur de la comptabilité. Parce que qu'est-ce que fait la comptabilité au fond, et notamment ce qu'on cherche à faire en compta écosystème centré, elle met en transparence. Donc elle met en transparence ce que fait chacun, comment ça contribue, les responsabilités de chacun, etc. Or, et ça c'est tous les travaux de Thévenot sur les régimes du proche, etc., parfois il ne faut pas trop mettre en transparence, et il faut plutôt rester dans l'ordre de l'informel pour gérer des choses, sans qu'il y ait forcément un système qui vient rendre visible tout ce qu'on préfère discuter sans forcément le rendre visible et le formaliser. Et donc ça soulève une question super intéressante dans la sphère domestique, où les relations de réciprocité se gèrent quand même différemment que dans une organisation avec des services, des départements, etc., ou que sur un écosystème où il y a plusieurs organisations. Parce que voilà, et ça permet de dire aussi que la comptabilité, c'est gérer des relations. Et donc voilà, est-ce que la comptabilité est pertinente pour gérer toutes les formes de relations? C'est une bonne question. Et voilà, bref. Et parce que parce que ce serait intéressant de discuter, de voir comment on peut discuter avec ses enfants des dettes écologiques qu'ils ont, etc. Des discussions que ça générerait au repas de famille. Mais, voilà. Ah oui, oui. Mais il y a la question des foyers prise effectivement du niveau macro, national, comme secteur de l'économie qu'il faut prendre en compte, etc. Voilà. Et puis il y a la question de est-ce que chaque foyer pourrait utiliser ces modèles pour gérer ses relations avec ses voisins? C'est une autre question qui je trouve stimulante. Je glisse une dernière chose, mais vous n'êtes pas obligé de répondre parce qu'il est l'heure. Mais vous avez dit tout à l'heure que c'est compliqué, si on prend un étang, une rivière, enfin une forêt, de comptabiliser séparément l'interaction de chaque entreprise. Mais à l'inverse, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'une rivière qui aurait une personnalité morale aurait une compta? Je peux commencer sur... Alors ça me permet de dire que on travaille de plus en plus avec des juristes. Notamment, alors Clément a évoqué tout à l'heure donc, le programme de recherche au Bernardin qui s'appelait Entreprises humaines, écologie et philosophie comptable, où un des axes a tourné autour des connexions, notamment avec le droit, et a été animé par Jennifer Bardi, qui est spécialisée juste dans les connexions justement entre droit de l'environnement et comptabilité, sur la base, notamment à partir de CARE, et puis de plus en plus sur la comptabilité écosystème centrée. Et cette question en fait de la personnalité juridique en fait des entités non humaines est un point très intéressant qui a deux titres. Alors il y a la question que en fait implicitement à partir du moment où on considère un bon état écologique comme étant une dette, ça veut dire qu'il y a une redevabilité vis-à-vis de l'entité et donc ça change en fait le statut même juridique de l'entité. D'où le fait que ça crée un pré-sujet de droit. Ça c'est quasiment automatique. Au passage, ça fait que sur le sol, automatiquement, on perd aussi l'abusus. C'est-à-dire que dans le droit de propriété, on a le fructus, l'usus et l'abusus. Et le fait de considérer qu'on a une prise en compte de l'état écologique, du bon état écologique, fait qu'on perd l'abusus sur le sol. Donc ça pose des questions à ce niveau-là. Et effectivement, après, ça connecte à la question. Du coup, ça devient une entité, mais en tant que sujet, oui, mais c'est aussi une entité en fait à gérer en soi, et c'est là où justement ça amène sur les travaux de Clément et est-ce que voilà les connexions avec le droit. Oui, une réponse rapide, c'est effectivement la question, elle porte sur le lien avec le droit, et du coup en fait j'aurais tendance à aborder cette question en disant si en droit a été reconnue la personnalité morale d'une rivière ou autre, ça veut dire qu'un accord c'est fait dans la société pour instituer la valeur, ou en tout cas la valeur au sens large de cette rivière, dans un certain compromis social qui s'incarne par le droit, qui se cristallise par le droit. Et donc ça, évidemment, si on construit ensuite une comptabilité sur cette rivière, collective, etc., on ne peut pas contourner, il va falloir prendre en compte cet accord qui a déjà été trouvé dans la société, qui s'est traduit par le droit, et ça va devoir, ça serait d'ailleurs un sujet très intéressant d'expérimentation de la compta écosystème centré, se traduire par une forme particulière de compta écosystème centré. À l'inverse, parce que c'est quand même ça le cas le plus fréquent,
L'idée derrière la comptabilité écosystème centrée, c'est de se dire on peut conventionner comptablement dans des situations sur des écosystèmes. Et donc là, ça amène à ce que dit Alexandre, c'est la force instituante aussi de la comptabilité qui pourrait déboucher sur des formes de droit. Donc c'est dans les deux sens en fait. Il faut construire des choses pour faire exister peut-être comptablement des entités écologiques, et peut-être que ça peut déboucher sur des accords assez forts pour se cristalliser dans du droit, notamment du droit dur, et pas que des arrangements contractuels, etc. Et inversement, s'il y a des éléments juridiques qui existent déjà, qui structurent la manière dont vont être pris en charge tel et tel écosystème à une échelle territoriale, bah forcément, ça va être structurant pour la comptabilité qu'on pourrait en faire. 20 secondes, c'est justement pour donner un exemple sur cette complémentarité et sur cette question de la personnalité morale. Il y a le cas de la rivière donc Wazangi en Nouvelle-Zélande qui a eu donc un statut de personnalité morale juridique qui peut rester en justice avec donc la représentation de... elle a deux représentants, un sur les communautés aborigènes et l'autre sur les représentants de l'État. Et ce qui se passe, c'est que cette rivière elle est très exploitée. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'elle a beau avoir un statut juridique. En fait, les entreprises, quand elles utilisent la rivière, elles la considèrent toujours comme en fait, une simple source de productivité, comme un actif. Et donc, en fait, il n'y a pas une traduction dans la comptabilité, ce qui fait que d'un point de vue à un niveau macro-juridique, certes, il y a une reconnaissance d'un statut de sujet de droit, mais au niveau en fait, concret, de comment les entreprises se comportent avec l'entreprise, enfin avec la rivière, c'est justement cette interrelation ne s'est pas traduite. Et ce qui fait que ça n'a rien changé. Parce qu'il faudrait que là, ce soit vraiment la rivière qui aille ester sur chaque atteinte des entreprises. Et en fait, concrètement, le fait que la comptabilité n'a pas été modifiée a fait que les pratiques n'ont pas réellement évolué. Eh ben, il nous reste à vous remercier chaleureusement. Merci beaucoup. Il y aura le replay en audio bientôt sur le site, sur la chaîne YouTube du Cercle, c'est ça? Et prochaine séance de mémoire le 14 juin. Isabelle Bouty, professeure à Dauphine. Elle a beaucoup étudié comment travaillent les grands chefs étoilés. Et je crois qu'elle va nous parler de quelque chose du style la main au fourneau et la tête dans les étoiles. Comment on reste au top quand on est un grand chef cuisinier. Voilà, 14 juin, 8h30, même endroit. Merci beaucoup.